Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette soirée de questions publiques organisée par le Conseil de développement de Nantes Métropole, le CCO et la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Alors, d'habitude, on est 3 sur scène. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. On devrait être un peu plus nombreux puisque le quatrième auteur d'Histoire populaire de Nantes, Gwenaël Guillaume, qui est enseignant d'histoire géo en lycée, devrait nous rejoindre, mais bon, peut-être que pour venir des portes de Nantes, c'est un peu compliqué à cette heure-ci. Enfin, il y a un siège pour lui. Sinon, mon complice et comparse habituel, Philippe Audic, est cloué au lit par une grippe, mais il est avantageusement remplacé par Gabriel Vitré du Conseil de développement, qui va se faire un plaisir de questionner nos invités. Alors, merci d'être venus nombreux pour discuter de cette histoire populaire de Nantes, qui est sortie en octobre dernier aux presses universitaires de Rennes, et dont 3 des 4 co-auteurs sont donc Alain Croix, qui est avec le pull mauve, qui est historien, il est un peu connu par l'Assemblée, me semble-t-il, hein, c'est sur le mauve, qui a sévi à de multiples reprises, hein, plein d'ouvrages, est sorti à peu près en même temps d'ailleurs que l'Histoire populaire de Nantes, pour ceux qui s'intéressent à la photo, un très beau livre édité par le CHT, consacré au travail de la photographe Hélène Cailleux, dont le titre est, Alain, Le peuple d'Hélène Cailleux, voilà, dont l'iconographie a été sélectionnée par le Centre d'histoire du travail, par Xavier Nerrière, et les textes assurés par Alain. Et Alain est membre du comité de rédaction de Place Publique, donc nous allons nous tutoyer. Thierry Guidet, qui est le fondateur de la revue, mais ce n'est pas pour autant que je vais le vous voyez, qui est le seul non-historien de la bande des 4, et qui est journaliste de métier et même de retraité. Didier Guivarch, qui est l'autre historien, qui est lui aussi membre du comité de rédaction de Place Publique. Hein, et entre Alain et Didier, on a quand même 2 des connaisseurs sur la durée de l'histoire de Nantes, avec parfois des regards de biais puis des découvertes qu'on va évoquer au fil des pages de cette histoire populaire. Et puis donc le 4e, Gwenaël, qui devrait nous rejoindre, qui lui est le seul à encore exercer, qui est à charge d'enseignement, hein, qui est professeur au lycée Appert à Orvaux, hein, professeur d'histoire géo, et qui a fait sa thèse sur la période médiévale, hein, c'est ça, à Nantes, et qui est un des fondateurs, une des chevilles ouvrières de Nantes Histoire, qui fut une des chevilles ouvrières de Nantes Histoire. Alors on va démarrer, donc les interlocuteurs, on va faire comme d'habitude à peu près 1h15, 1h30 de conversation, d'échange, et puis ensuite place à vos questions, hein, toutes les questions sont ouvertes, donc place à vos questions sur cette histoire populaire qui est, il faut le souligner, la première histoire populaire d'une ville, d'une grande ville, d'une métropole en France. Alors, peut-être l'un de vous pour nous dire comment est venue cette idée, sa gestation, comment est-ce qu'elle est née. Alors, qui commence ? Oui, alors, dans ce cas-là, il faut tout de suite de la transparence. L'histoire populaire, ça n'existe pas. C'est une histoire du peuple, mais justement, si je dis cela, ça permet de retrouver la filiation. Pourquoi s'appelle-t-elle histoire populaire ? En fait, pour 2 raisons. La première, c'est une révérence, mais une révérence pas de pure forme, pensée intellectuelle, à un historien américain qui s'appelle Howard Zinn, aujourd'hui disparu, et qui a écrit une histoire du peuple des États-Unis. J'avoue, et je ne suis pas le seul, que quand j'ai lu ce livre, je l'ai trouvé absolument formidable. Et j'ai trouvé qu'il permettait une vision complètement différente de l'histoire américaine.
L'idée, bien, elle est partie de là, au moins en ce qui me concerne, et je crois qu'on a tous été influencés par Zinn. Alors, le livre de Zinn, si je traduis mot à mot, Histoire du peuple des États-Unis, est paru lui aussi en France, c'est le premier, sous le titre Histoire populaire des États-Unis. Et là, on tombe dans quelque chose de bien moins intéressant. Il se trouve qu'il y a en France déjà une histoire du peuple français qui est parue il y a plus de 50 ans, qui est d'ailleurs un gros ouvrage en 4 volumes de tout à fait de qualité, mais qui emploie le mot peuple au sens de population. Donc, c'est la population française, les nobles, le clergé, les paysans, les ouvriers, etc. Et donc, les éditeurs de Zinn ont voulu, je pense, se démarquer de cette démarche. Et d'ailleurs, depuis, on assiste à la même chose pour une histoire populaire de la France qui a été publiée l'an dernier par Michel Zancarini. Et de même, dans quelques mois, une autre histoire populaire de la France qui sera publiée par Gérard Noiriel, comme si, en somme, le titre Histoire du peuple était barré par cette publication d'il y a 50 ans, qui a eu à l'époque un certain écho. Voilà donc comment, au départ, est née cette histoire populaire. Mais alors, qu'est-ce qui fait... Pardon. Donc, Alain a expliqué en quoi cette histoire populaire était-elle. C'est une histoire du peuple de Nantes. Populaire aussi en un autre sens. On s'est efforcé de faire un livre qui soit le plus accessible possible. Une écriture simple, des titres, des intertitres, un peu à la manière dont les journalistes ont l'habitude d'écrire. Pas d'appareil critique, pas de notes, enfin rien qui puisse éloigner le lectorat, pas forcément très familier de questions historiques, de se dire. Et puis un prix aussi, tout simplement, ça passe aussi par là, très accessible, puisque ce livre ne coûte que 15 euros. C'est par ce genre de détails aussi qu'on peut prétendre faire une histoire populaire. C'est une incitation à la vente pour tout à l'heure. On ne touche pas de droit d'auteur. Voilà. Je me permets d'une phrase d'insister là-dessus, ça nous met, nous en tout cas, à l'aise. Sur ce livre d'entrée, dès qu'on a contacté un éditeur, on a dit on ne veut pas de droit d'auteur. Ça permet là encore de diminuer le prix. Donc on ne vient pas vendre, ce qui n'est pas déshonorant d'ailleurs, un bouquin en disant oh là là, les droits d'auteur qu'on va toucher. Non, non. On vient promouvoir une idée, une manière de faire de l'histoire. Et je crois que vous, comme nous, on est sans doute plus à l'aise pour discuter ensuite, dès lors qu'on sait qu'il n'y a pas d'enjeu de ce type. Alors, là, vous avez... vous venez de placer tous les deux, Alain et Thierry, le cadre général, mais comment on avance? Qu'est-ce qui déclenche le fait de se dire, mais pourquoi on n'écrirait pas une histoire populaire de Nantes, d'une ville que vous connaissez, comme votre poche chacun, mais pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche cette idée-là? Allez, on va laisser la parole à Didier. Alors, ce qui déclenche cette idée-là, mes collègues me le diront comme moi, c'est sans doute une volonté de faire une autre histoire. Pas une contre-histoire, mais une autre histoire. Alain et moi, puis Thierry aussi, on se promène dans l'histoire de Nantes depuis une trentaine d'années à peu près, peut-être même plus, hein, donc, en tous les cas à deux depuis 30 ans pratiquement, donc ça fait quand même un long compagnonnage, mais on a rencontré plusieurs fois, et on rencontre tout le temps le peuple, mais le peuple on ne l'écrit pas ou très peu. Donc on voulait effectivement lui rendre sa place à ce qu'on pourrait appeler ces vies minuscules, à ceux qui sont souvent l'objet du silence de l'histoire. Ça nous paraissait être une autre façon de rentrer dans l'histoire de Nantes, et surtout de la compléter, d'avoir un autre regard sur cette histoire-là. Alors, est-ce que... alors là, c'est peut-être plus pour les historiens. Faire une histoire populaire, la fabriquer, la façonner, est-ce qu'il y a... pour vous, ça a été un changement de modèle complet dans l'accès aux sources, la façon de regarder les sources, de les lire, de peut-être différencier ces sources. Comment est-ce qu'on mitonne une histoire populaire, et est-ce que c'est un changement d'habitude qui est facile ou plutôt difficile? C'est pas simple de répondre à cette question, surtout si on veut le faire, ce qu'on essaie de faire honnêtement. C'est à la fois absolument habituel, je vais m'expliquer là-dessus, et très différent. Je commence par la différence, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que la pente classique, pour vous comme pour nous, on a probablement tous lu déjà des travaux d'histoire sur Nantes, c'est de faire l'histoire comme elle se fait habituellement.
Et là, sans arrêt, il faut se dire, ouh là, attention, non, on ne fait pas l'histoire de Nantes. Nous essayons de faire l'histoire du peuple de Nantes, avec des difficultés, on va sûrement amener à en reparler, de documentation, pour une raison simple en apparence, c'est que le peuple, on verra aussi peut-être ce que c'est que le peuple, ne s'exprime pas directement, sauf très rares exceptions, avant le XIXe siècle. Faire l'histoire de quelqu'un qui ne parle pas, c'est apparemment pas simple. Alors pourquoi j'ai dit que c'était quand même habituel? En fait, en histoire, et seuls ceux qui n'en font pas, ou alors ceux qui en font de manière très naïve, ne s'en rendent pas compte, ce qui compte en histoire, ce ne sont pas les réponses qu'on apporte, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'elles soient bonnes, mais ce sont les questions qu'on pose. À partir du moment où on pose la question, bien voilà, comment, devant telle situation, se comportait le peuple à telle époque? Alors oui, c'est vrai, il arrive qu'on soit obligé de répondre, nous ne savons pas, on n'a pas trouvé. C'est arrivé, pas très souvent, mais on le dit. Préhistoire, c'est difficile de savoir ce que pensait le peuple, alors qu'on commence symboliquement avec le premier Nantais. Bon, Nantais ou Nantaise. Bon. Mais si on pose les bonnes questions, souvent, eh bien, on trouve la réponse. Alors, un exemple concret, brièvement, parce que je crois qu'il est révélateur et exceptionnel en France. 1532, vous lisez une histoire de Nantes, ou même pas besoin, tout le monde le sait, 1532, rattachement de la Bretagne au royaume de France. Ha, ha, ha. Pour le peuple nantais, tout le monde s'en fiche complètement. Et il est même probable que les gens, le peuple, quand je dirais les gens, le peuple, n'a même pas été au courant. Par contre, 1532, c'est une date essentielle de l'histoire de Nantes. La plus terrible famine qu'ait connue la ville. Des cadavres partout dans les rues. Enfin, j'abrège pour ne pas être long là-dessus. Ah, mais comment c'est ça? Ah ben oui, en cherchant, eh ben on trouve effectivement le récit par un bourgeois de la ville qui, à titre bénévole, administrait l'hôpital. Il n'avait jamais vu ça, des choses aussi terribles. Et en marge de son livre de contes, il raconte. Il décrit ce qu'il voit. Et alors, il n'y a pas un texte aussi, j'ai failli dire beau, vous voyez ce que je veux dire, aussi, pour un historien, oui, un aussi beau texte dans aucune ville de France pour une famine au XVIe siècle. Donc, ah ben oui, là on a trouvé. Et ainsi de suite. Pas toujours, mais souvent, on trouve, si on veut trouver. C'est comme ça qu'avance l'histoire. Didier, tu as un complément, d'autres exemples? D'autres exemples, oui. Je vais prendre l'exemple qui fait de Nantes une ville mondiale, c'est la traite des Noirs. La traite des Noirs, c'est remarquable comme renversement possible de l'optique que l'on peut prendre. En général, à Nantes, quand on parle de la traite, on parle des armateurs négriers, des hôtels de l'île Feydeau, de l'hôtel Montaudoin, etc., de la richesse accumulée. Et on s'émerveille où on dénonce cette accumulation de richesse. La question qui nous était posée, avec une histoire du peuple, comment prendre en compte la traite en renversant le point de vue, en se mettant du côté de ceux qui la subissent, donc des soutiers de la traite, les esclaves d'une part, et d'autre part l'équipage. En fait, on parle très rarement de l'équipage des bateaux. Et quand on fouille dans l'équipage des bateaux, on découvre quelque chose d'intéressant, c'est que sur les rôles d'armement, où n'apparaît qu'une ligne en général, on peut voir en emploi par exemple des mousses qui ont moins de 14 ans, voire moins de 12 ans. Et on a trouvé à Paimboeuf, enfin j'ai trouvé à Paimboeuf, et je crois que mes collègues, on pourrait trouver d'autres exemples aussi, un mousse qui a 10 ans. Vous voyez l'intérêt de cette recherche, c'est une autre façon de voir les choses. Comment, si on rentre par les biais des gamins, on peut dire des enfants qui font de la traite des Noirs comme membres de l'équipage, est-ce qu'ils sont complices d'un crime contre l'humanité? Et le silence se fit. Un mot peut-être sur les taux de mortalité. Les taux, les taux de mortalité, oui, j'étais un peu vite et j'ai voulu faire un effet. C'est un peu le risque d'être sur la scène. Hein, donc, je vais revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu dans ce voyage triangulaire. Vous savez tous comment ça fonctionne. Les bateaux partent de Nantes, vont sur les côtes d'Afrique. À ce moment-là, ils sont chargés d'une cargaison de produits extrêmement riches. Ça coûte très cher, ces produits. Ce n'est pas de la pacotille, ça ne veut rien dire, c'est l'inverse. Et une fois arrivés sur les côtes d'Afrique, ils achètent
souvent aux rois africains du royaume côtier, ils achètent des esclaves, ils les transportent aux Antilles, et aux Antilles, donc là, ils mettent à peu près 2 mois à faire le parcours dans l'Atlantique, et ils vendent donc ces esclaves, et puis ensuite ils reviennent, 3e côté du triangle, avec du sucre principalement. Et c'est pour ça que le sucre joue un rôle si grand dans l'histoire de notre région, et de la France en général. Donc ça, c'est le voyage que vous connaissez classiquement. Donc il y a un passage qui est commun à l'équipage et aux esclaves, c'est le passage du milieu, comme disent les Américains, le middle passage, le passage entre l'Amérique et l'Afrique, ou plutôt exactement entre l'Afrique et l'Amérique. Et si on fait les comptes, comme vient de le suggérer Thierry, sur ce passage, c'est le passage le plus dangereux. Les Noirs, il y a à peu près un taux de mortalité de 12%. C'est une histoire qu'on connaît, 12% des Noirs périssent lors de ce passage, qui est considéré comme l'emblème de la traite, comme crime contre l'humanité. Et si on s'intéresse aux équipages qui sont à bord des bateaux négriers, donc avec des enfants, le taux monte à 17%. Donc on voit bien qu'il y a une différence de traitement entre les marins qui sont des salariés, des prolétaires de la mer, et les esclaves qui sont les marchandises les plus chères. Il faut dire qu'un esclave acheté, par exemple, 300 livres ou l'équivalent de 300 livres sur les côtes africaines est revendu 1200 livres en Martinique, ou en Guadeloupe ou à la Saint-Domingue quand il y arrive 2 mois plus tard. On est rentré dans autre chose que le crime contre l'humanité, dans un simple commerce. Comment vous avez tous les trois, j'allais employer une expression un peu triviale, de la bouteille, vous avez une certaine expérience. Pourquoi, à un moment, on se décide à regarder l'histoire autrement? Parce que, par exemple, Alain, ce que tu as évoqué, toi, cette source qui permet d'identifier la terrible famine du début du XVIe, de 1532, c'est une source que tu as découverte lorsque tu as fait ta thèse. Oui, mais c'est le questionnement qui est nouveau. On vit tous dans la société. Seul un historien imbécile pourrait dire non, moi je suis dans une tour d'ivoire, je suis un pur savant. Le mot peuple, le mot populisme, depuis 10 ans, dans des sens très différents d'ailleurs, on l'entend beaucoup. Ça interroge un citoyen. On est des citoyens comme les autres. Sauf que nous, notre réponse, au moins une des réponses qu'on peut apporter, elle est professionnelle. Essayons de voir ce qu'est la réalité du peuple. C'est une réponse, en fait, comme toute histoire bien faite, je ne sais pas si notre l'est bien, mais en tout cas, elle a essayé, c'est une réponse aux questions que se posent les citoyens d'aujourd'hui. L'histoire, elle a un sens, pas au sens de on peut prédire l'avenir, mais elle a un sens dans la mesure où elle essaie de répondre aux questions que se pose la société. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que sur des époques apparemment bien connues, on dit tiens, l'histoire se renouvelle. Mais ce n'est pas que les historiens sont beaucoup plus intelligents aujourd'hui qu'il y a un siècle. C'est parce que les questions qu'ils posent ont changé. Et si les questions ont changé, c'est parce que la société se pose de nouvelles questions. Et il nous a semblé que la question du peuple, du populisme, était aujourd'hui devenue une question essentielle en France, et d'ailleurs pas seulement en France, dans beaucoup de pays, je crois. Et est-ce que pour le journaliste, Thierry, le journaliste fréquente plus le peuple que l'historien? Est-ce qu'il a plus d'appétence ou naturel? Je ne sais pas bien quoi répondre. Non, c'est une question piège. Non, mais ça m'amène à dire peut-être comment nous avons travaillé. Première chose, on se connaît les uns et les autres depuis longtemps. On a eu l'occasion de publier, d'écrire des choses ensemble, de réaliser Place Publique ensemble. Nous avons co-dirigé le dictionnaire de Nantes sorti il y a quelques années. Donc, on a vraiment des habitudes de travail en commun. En même temps, on a des compétences différentes. Notamment les 3 historiens professionnels avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, ont des époques de prédilection, comme Franck le disait tout à l'heure. Gwenaël Guillaume est un médiéviste, Alain est un moderniste au sens
au sens de l'époque moderne, hein, qui n'est pas la même chose que l'époque contemporaine. Et Didier est un spécialiste de l'époque contemporaine et des questions de mémoire. Donc, et puis bon, moi, ce que je connais le moins mal, c'est le Nantes d'aujourd'hui, l'ultra contemporain, je dirais. Pour autant, c'est réellement un livre collectif, dans la mesure où on a réfléchi, discuté, débattu vraiment du découpage du livre. Il y avait, en gros, c'est l'ordre chronologique, mais pas seulement. Il y a des découpages thématiques aussi dans ce cheminement. Et chacun a relu, et quand je dis relu, c'est crayon à la main et sans ménager la critique. Enfin, on se connaît assez, on est assez libre, je crois, entre nous pour pouvoir se critiquer réellement et amicalement, si bien que ce livre est un livre réellement collectif. Si vous voulez, c'est pas Alain qui a signé tel chapitre, Didier qui a signé tel autre, Gonaël un autre passage, et moi. On assume l'ensemble de ce qui a été écrit, même si un tel c'est plutôt consacré à tel chapitre et tel autre à tel autre chapitre. Donc ça, il faut bien l'avoir présent à l'esprit. Didier. Mais c'est pas du tout la question qu'il m'avait posée. Non. Alors, j'embraye peut-être sur la méthode, sur la façon dont on a vu les choses, avec la difficulté principale, Alain a commencé à l'évoquer, c'est la difficulté de cerner la notion ou le concept de peuple. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot peuple, donc, qui est un mot valise, un mot baladeur, et qui s'est baladé dans toute la période historique, avec sans doute des acceptions différentes. Donc à chaque fois qu'on se lisait, et je crois que c'est important, la méthode de travail à avoir avec le fond et la méthodologie, à chaque fois qu'on écrivait, il fallait se poser la question, est-ce qu'on est bien du côté du peuple ou on est du côté des dominants? Alors le peuple, les Anglais, les Américains commencent à parler de subaltern studies actuellement, des études des subalternes. C'est pas très joli comme traduction, mais il y a une tendance américaine à utiliser ce genre d'expression. Donc on voulait voir si à tout moment l'expression fonctionnait dans les périodes qu'on étudiait les uns les autres. Et donc la difficulté, c'était bien de fixer, donc pas des limites, mais en tous les cas des champs, des mouvants, des confins, pour essayer de cerner ce qui appartenait ou pas au peuple. Et ça, c'était l'objet, je crois, principal du travail. La difficulté aussi, puisque finalement, on n'est pas certain d'avoir une définition définitive du peuple. C'est bien sûr les classes populaires, ça va de soi, mais ce n'est pas que les classes populaires non plus, puisqu'à certains moments, il y a des alliances. On aurait dit dans une autre langue un peu ancienne, d'un ancien monde, peut-être un front de classe. En tous les cas, il y a des alliances, et donc ces alliances, il fallait les prendre en compte aussi. Et les choses se compliquent avec l'arrivée de la démocratisation politique au XIXe siècle, où le mot peuple est utilisé par les acteurs politiques eux-mêmes. Et donc ça change un petit peu la donne et complexifie les choses. Mais je crois que mes camarades ont là-dessus beaucoup de choses à dire, parce que c'est le nœud de l'affaire. Comment définir l'objet peuple? Qu'est-ce que c'est que le peuple à Nantes, par exemple, à la veille de la Révolution de 89? Est-ce que c'est la même définition que 2 siècles plus tard? Je vais illustrer d'un exemple très concret, qui est pris d'excellents historiens. Je ne citerai pas, parce que voilà, je vais mettre une critique, donc je sais pas, il serait là, on pourra en discuter. Bon. Et qui écrivent au XVIIIe siècle, qu'au XVIIIe siècle, donc les élections municipales sont un élément qui soude la société nantaise, avec le constat qu'à Nantes, par exemple, c'est plus démocratique qu'à Bordeaux. Jusque-là, c'est vrai. Qu'est-ce que ça apporte de regarder ça avec le mot peuple en tête? Il y a une réponse toute simple. Jamais un homme du peuple, parlons même pas de femme du peuple, n'a voté aux élections municipales de Nantes. Souder la société, vaste rigolade. Alors, c'est vrai, il y a 2 fois plus de participation à Nantes qu'à Bordeaux. Oui, on passe de 0,5 à 1%, ce qui effectivement est 2 fois plus fort. Mais voilà, jamais aucun homme du peuple n'a participé aux élections municipales nantaises. Et du coup, quand on aborde la Révolution,
une des surprises souvent de lecteurs, enfin, un peu férus d'histoire. Mais comment ça se fait, alors que pendant un an même, il y aura le suffrage universel, masculin, hein, n'oublions pas, mais c'était déjà quelque chose. Comment ça se fait qu'il y a si peu de votants? Mais comment voulez-vous que les gens, ils ne savent pas ce que c'est voter? Ils ne vont pas se mettre tout d'un coup à dire « Oh, chic alors !» Non, nous, on sait ce que c'est de voter, même si on ne le fait pas tous assez. Mais eux, ils ne savent pas. Mais il y a un apprentissage qui prend 1 ou 2 générations. Et donc, même si le taux de participation, évidemment, a fortement augmenté, ce n'est pas difficile, pendant la Révolution par rapport au XVIIIe siècle, c'est une toute petite minorité du peuple qui vote. Et à partir de là donc, et je me tais là-dessus, on est appelé à poser la question, mais alors, il est muet, le peuple, ou il s'exprime autrement? Thierry. Oui, Alain parlait tout à l'heure des questions renouvelées que l'historien pose au passé en fonction de l'époque dans laquelle il vit et des préoccupations communes. Précisément sur la question du peuple, ce qu'est le peuple, quelles sont ses limites, on est évidemment directement influencé par la situation actuelle, qui est celle probablement d'une société beaucoup plus atomisée aujourd'hui que dans un passé encore récent. Un éclatement, par exemple, de la classe ouvrière, d'une invisibilisation, classe ouvrière qui devient invisible également. Et tout ça rend difficile à la fois les analyses sociales et les pratiques politiques. Je vois dans la salle quelques élus ou anciens élus qui sont ou été confrontés à cela. Comme on l'écrit vers la fin du livre, merci. Aujourd'hui, de la nouvelle donne économique, et ça, c'est quand même le fait majeur à Nantes depuis la fin des chantiers navals, depuis l'entrée dans la mondialisation. Aujourd'hui, de la nouvelle donne économique sont nés des peuples nouveaux et qu'on a du mal à cerner, faute de recul. Qui exactement de la serveuse d'une crêperie, de l'informaticien de la Poste, de l'infirmière du CHU, de l'ingénieur d'Airbus, du publicitaire d'une jeune agence nantaise un peu branchée, ou du technicien de la raffinerie Total, qui fait partie du peuple? Quels sont ses contours? C'est une question qui reste très ouverte aujourd'hui pour les analyses et les pratiques contemporaines, et qui forcément nous interroge sur toute l'histoire de la ville. Oui, je voulais prolonger ta question sur est-ce que les journalistes fréquentent plus le peuple que les historiens? Donc je vais m'adresser aux journalistes, parce que les historiens, je les connais, donc je m'y frotte pas trop. Est-ce qu'il peut pas y avoir un risque un biais dans la définition parfois du peuple? Parce que dans la partie que tu as rédigée, il y a quelques lignes que tu cites souvent sur cette fameuse carte postale envoyée par la ville aux Nantais, rédigée en anglais. Happy Grenier, au moment de la Nantes, capitale verte de l'Europe, Nantes, capitale en verte. 2013. Et tu dis, en fait, c'est une espèce de violence faite au peuple qui n'aurait pas la maîtrise de l'anglais, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais? C'est-à-dire que le peuple parce que cet anglais-là, c'est une espèce de globish, en fait, qui n'est pas vraiment forcé. Je ne sais pas si on est dans la maîtrise de l'anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple qui a moins de 40 ans, moins de 45 ans, cette langue-là, finalement, elle n'est pas assez commune pour lui, et que c'est plutôt une élite un peu plus âgée qui défend la belle langue, et donc du coup la définition du peuple, elle peut changer de regard. Non, j'entends bien ce que tu dis. Peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je voudrais revenir sur le passage que tu cites. Il y a quelques années, je n'ai plus la date. 2013, c'était 2013. D'accord, précise en tête. C'est Patrick Rimbert. Je n'ai absolument rien contre Patrick Rimbert. Il se trouve que c'était lui le maire à ce moment-là. C'était
après l'année Nantes capitale verte, et donc les vœux aux Nantais, rédigés seulement cette phrase, hein, tout le reste c'était en français, mais des affiches, cartes de vœux, le journal municipal, appli Grignard, bonne année verte. Alors, je sais bien qu'il y a de plus en plus de Nantais qui ont appris l'anglais à l'école et donc sont capables de comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'ai interprété ça, pas du tout au nom de la défense de la langue française, même si j'y suis légitimement attaché, mais comme une espèce de violence symbolique quand même. Le directeur de la communication de l'époque, là encore, c'est pas une question de personne, j'ai rien contre lui non plus, dit « il nous a paru tout à fait naturel de ». Ben non, c'est pas tout à fait naturel d'eux, quoi. Ça montre que l'enfer, parfois, est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça... Cette anecdote est mineure, mais on peut quand même en tirer un certain sens. Ça fait partie de la fabrique de l'image de la ville. Nantes est une ville moderne, branchée, verte, vertueuse, bien intégrée dans le grand jeu de la communication mondiale. Très bien, pourquoi pas. Simplement, soyons bien conscients que cette mondialisation heureuse qui existe, qui n'est pas sans vertu, moi je comprends très bien que le maire d'une ville comme Nantes joue cette carte de la mondialisation heureuse, mais n'oublions pas qu'il y a une mondialisation malheureuse. On voit que, là on cite des statistiques, je ne vais pas vous les asséner, mais dans un certain nombre de quartiers populaires nantais, malgré la politique de la ville, malgré les efforts réels accomplis par les différentes municipalités nantaises, on voit bien qu'il y a des décrochages qui s'aggravent. Voilà, c'est là-dessus qu'on voulait attirer l'attention, sans méconnaître que des gens du peuple parlent l'anglais. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière et au début du livre, et sur le choix de démarrage de votre histoire populaire. Tout à l'heure, je crois que c'est Alain qui a parlé des histoires populaires, celle écrite de Michel Zancarini-Fournel, qui fait démarrer en je ne sais plus quelle année, mais on est au 17e, ouais, c'est ça, 1685. Gérard Noiriel, lui, il a fait démarrer l'année de la première levée d'un impôt, on va être au 16e, 14e. Et Zine fait démarrer la découverte de l'Amérique par Colomb en 1492. Vous avez fait le choix de la préhistoire et de ce premier ou cette première nantais ou nantaise. Alors, pourquoi et comment? Bon, d'abord, ça va être, c'est vrai, une petite méchanceté au passage. Mais je peux pas, on essaie d'être le plus honnête possible avec vous. Les exemples que tu as cités, c'est une manière de dissimuler sa propre incompétence. Aucun d'entre nous tout seul n'est capable d'écrire une histoire populaire de Nantes des origines à nos jours. Mais on est 4, justement, on a fait ce choix. Et donc ensuite, ah non, je ne suis pas du tout à l'aise avec le Moyen-Âge, ah ben je commence au XVIIe siècle. Ben oui, mais à 2 ou à 3, ça aurait été tout à fait faisable. Il n'y a aucune justification pour commencer l'histoire populaire de la France au XVIIe siècle. Hein, aucune sérieuse. Alors maintenant, pourquoi commencer à la préhistoire? Mais c'est pour montrer tout de suite que cette question du peuple, qui, on a commencé à le dire, varie beaucoup dans sa définition selon les époques. Mais cette question se pose déjà. Alors, oui, c'est vrai que pour la préhistoire, 9 fois sur 10, on dit on ne sait pas. Mais prenons un exemple concret qui tout d'un coup fait réfléchir. Les grands mégalithes, même pas des alignements, mais il y a eu des expériences, maintenant les archéologues l'ont fait. On sait, pour certains, entre le transport de la plus grosse pierre et son installation, avec les moyens qu'on avait il y a donc maintenant à peu près 6000 ans, il faut au moins 1 millier de personnes. Ah bon, c'était tous des chefs. Qui est-ce qui a construit des mégalithes? Bon, et 1 millier de personnes, ça représente probablement à l'époque la moitié de la population adulte masculine. Supposition, après tout, peut-être que les femmes tiraient aussi, hein, j'en sais rien, et nous ne savons pas. Mais la moitié de la population adulte masculine de ce qui est aujourd'hui la Loire-Atlantique. Ah ben donc, il y a une forte mobilisation. Par quels moyens? Contrainte, adhésion? Ah, on ne sait pas. On ne va pas inventer.
Mais donc, ah ben oui, la question du peuple se pose, voilà. Et puis il y a aussi presque un clin d'œil. Nous traînons tous, nous y compris, hein, ce mot de préhistoire, qui est un mot, je vais répéter le terme, excusez-moi, mais là je ne vise personne, imbécile. Quand il est apparu ce mot, c'est parce que les historiens croyaient que l'histoire ne se faisait qu'avec des documents écrits. Alors je ne vous apprends rien, préhistoire, documents écrits, il n'y a pas. Mais depuis, on a utilisé l'archéologie, on utilise de plus en plus, même si c'est difficile, controversé encore, mais on progresse. Les œuvres d'art, les dessins, etc., qu'on trouve dans des grottes de plus en plus nombreuses en Europe occidentale. En clair, la préhistoire, non, c'est l'histoire. Mais de l'histoire, c'est vrai, sans document écrit. Mais de même qu'aujourd'hui, on fait de l'histoire du XXe siècle avec des images aussi. Et les textes, et puis quantité d'autres choses. Voilà. Donc on a voulu dire, maintenant, l'histoire en général et l'histoire du peuple, elle commence à ce moment-là, avec, même si on a inventé bien sûr son histoire, c'est un clin d'œil, on le dit bien sûr, mais c'est la première page du livre, avec lui, l'arrivée du premier Nantais ou de la première Nantaise. On le nomme même, hein. Mais le nom... C'est un Nantais en l'occurrence. Voilà. Alors, Et ça veut dire aussi, pardon, parce que ça on y tient beaucoup, c'est un rappel que vous et nous sommes tous, même si parfois ça fait beaucoup de générations, des descendants d'immigrés. Puisque le premier Nantais, il est arrivé, enfin Nantais, on ne disait pas Nantais à l'époque, de l'extérieur. Après, peut-être que ça peut faire réfléchir sur des thématiques très contemporaines. une question, peut-être on va donner le micro à Didier, mais est-ce qu'il n'y a pas pour les auteurs un risque ou une tentation à héroïser le peuple lorsqu'on fait une histoire populaire, à le parer de toutes les vertus? Alors c'est au lecteur de voir si on l'a fait ou pas, parce que nous c'est difficile de le faire. C'est vrai qu'un compagnonnage avec le peuple peut conduire à ce genre de problème, mais on était très vigilants sur ce que tu viens de décrire comme étant le populisme. C'est-à-dire, au fond, le populisme, c'est prendre la cause du peuple tout en l'utilisant comme un prétexte, hein. Et ça, on en a vu quelques-uns. C'est pas facile toujours à cerner, surtout à l'échelle d'une ville, mais on voit bien que ça peut arriver, hein. Je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent tout de suite en tête, mais des comportements peuvent être des comportements populistes à un certain moment. On parlait dans un autre cadre très récemment des jeux et du cirque. Bon, je ne voudrais pas aller plus loin, mais on voit bien que quelquefois on peut instrumentaliser le peuple via le football ou autre chose, par exemple. Donc là, il faut faire très attention et rester à un juste équilibre. Mais tel que fonctionnent les sources et tel qu'on fonctionne nous, on a plutôt tendance à prendre le risque inverse, c'est-à-dire être dans l'aspect misérabiliste, hein. C'est peut-être effectivement ce qui peut aussi arriver, c'est-à-dire de faire du peuple un objet de pitié à la limite. Ce n'est pas du tout le problème de l'historien, il n'a pas à juger, il a essayé de mettre à distance, mais c'est vrai que ce sont deux écueils qu'il faut absolument, me semble-t-il, éviter, qu'on essaie d'éviter par une grande rigueur méthodologique. J'espère que vous pourrez être d'accord avec nous là-dessus. On n'a pas forcément réussi, mais en tous les cas, on a été très vigilants là-dessus, c'est-à-dire il n'y a pas à dresser un panthéon dans lequel il y aurait quelques héros du peuple, hein. Et je pense à un personnage qui a suivi plus particulièrement Alain, qui est le médecin Ange Guépin, le médecin philanthrope Ange Guépin, qui a quelquefois été porté au panthéon nantais. Et quand on regarde la carrière d'Ange Guépin, il est un homme comme les autres. Quelque part, on pourrait aussi dire qu'on dans certains livres d'histoire, on l'a un peu héroïsé, dans des livres qu'on a utilisés par ailleurs, qui ne sont pas mauvais. Je peux le citer, c'est celui d'Helmienne Leroux, par exemple. Elle a tendance à faire d'Ange Guépin quelqu'un qui est un porte-parole du peuple et un personnage charismatique, etc. Pourquoi pas une sorte de gourou. Je pousse évidemment les choses au plus loin pour être un peu pédagogue. Mais on peut aussi voir dans Guépin, quelqu'un qui est une manière d'opportuniste à un certain moment, hein. Donc c'est les écueils que connaissent bien les hommes politiques, hein. Entre Caribe et Scylla, il faut choisir. Mais nous, on n'a pas à choisir, on a essayé d'aller au plus près de la vérité. Thierry? Ouais, juste un exemple qu'on cite dans le livre, c'est cet ouvrier des Batignolles. Bon,
contesté, incontestable du peuple, qui, pendant la dernière guerre, devient un supplétif de la police allemande et dénonce ses anciens camarades d'atelier. Donc, syndicaliste comme lui, je crois, voilà. de mémoire. Hein, donc, c'est pas les bons contre les méchants, c'est pas les purs contre les pourris. C'est pas du tout ça notre conception des choses. Illustré par un exemple facile, la Révolution. J'ai noté, pour bien donner le nom, là, 3 personnages parmi d'autres qu'on évoque. Alors, le premier, oui, ce serait le risque idéalisé, un homme, un officier de l'armée républicaine qui prononce un discours tellement remarquable que la presse le publie. C'est comme ça qu'on a le discours. Dans un club républicain qui se tient dans l'actuelle église Sainte-Croix. Un discours donc, sur l'abolition de l'esclavage, pour dire c'est formidable, et ce qui quand même a un peu d'allure, disons, il se trouve que ce capitaine est noir. Ce n'est pas quelque chose de très connu, nous sommes pendant l'an 2, moment de l'abolition de l'esclavage. Là, on pourrait dire idéalisation du peuple. Prenons un deuxième exemple, un certain Mathurin Buchet. Le capitaine, où il s'appelle, comme je vous donne les noms, Étienne Alaimba. Mathurin Buchet, il est tailleur de pierre. Voilà, on est bien dans le peuple. Hein. On est en 1795. Et voilà ce que dit Mathurin Buchet. Du temps qu'il y avait un roi, il y avait du pain. Depuis la République, il n'y en a plus. On meurt de faim. Ça aussi, on dit. Peut-être qu'il aurait voté. Enfin bon, on peut imaginer, je ne vais pas parler du vote d'aujourd'hui. Et puis, troisième exemple, moi je dirais un peu familièrement ou vulgairement, ça a de la gueule. Un marin qui s'appelle Louis Lamant. Nous sommes en l'an 3, c'est-à-dire exactement jour pour jour, 1 an après la mort de Robespierre. Dans ce que les manuels appellent, à juste titre, la réaction thermidorienne, il n'y a pas intérêt à être un partisan de Robespierre. Et ce marin, Louis Lamant, vous savez comment il appelle son fils ? Robespierre. Voilà, on salue quand même, il faut le courage. Voilà. Donc, on essaie, ça c'est le travail qu'on a pu faire collectivement, on essaie, je ne dis pas qu'on réussit toujours, de donner une vision nuancée, éventuellement contrastée de la réalité. Et je crois que je rejoins tout à fait Didier quand il dit, bah oui, les 2 dangers, misérabilisme ou exaltation, idéalisation. Je crois que ce souhait de multiplier les approches, les questions, c'est quand même une protection à vous, après lecteur, de dire si elle est efficace. Tu viens de citer plusieurs noms de personnages. Et il y a des figures que vous mettez en avant au fil des pages, des chapitres, des époques. Est-ce que peut-être chacun, vous pourriez avoir une figure comme ça qui émerge et qui vous a particulièrement séduit ? Je veux bien essayer. C'est pas un livre d'anecdotes, hein. Je crois qu'il faut être non, clair. il faut. Parce Et à que chaque fois, ce sont des parcours qui viennent. on est sur les illustrer le structures propos. plus que sur les personnages, mais les personnages incarnent quelque part les structures. Je vais prendre un exemple de la guerre de 14. On en parle beaucoup actuellement avec le centenaire. Donc, je vais prendre l'exemple d'un soldat qui est un journalier, donc sans doute dans une tenue maraîchère ou quelque chose comme ça, on ne sait pas plus. Il vient sans doute de Bretagne. Il s'appelle Jean-Julien Le Madec. Jean-Julien Le Madec, il part à la guerre avec le 65e. Le 65e, c'est le 65e régiment d'infanterie de Nantes. C'est le grand régiment qui était à Cambronne. Hein, et donc, il part à la guerre au mois d'août. Les débuts de la guerre sont terribles. Vous le savez, plus que la guerre de tranchées au niveau des morts, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. La guerre de mouvement, ça doit vous rappeler vos souvenirs scolaires. Et donc, très vite, le moral est un peu dans les chaussettes. On partait pour un été. On se rend compte qu'il va falloir tenir 4 hivers, peut-être. Hein. Mais en tous les cas, ils ne savent pas. Mais les choses ne vont pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se met à picoler. Jean-Julien Le Madec donc, sort avec des copains, alors tout près de la ligne de front, en octobre 1914, donc relativement au début de la guerre. Et ils ne rentrent pas dans le dépôt, dans le campement, on va dire, puisque c'est une guerre de mouvement, le soir même, il ne revient que le lendemain matin. Donc, désertion de poste.
Donc on est au début de la guerre, on sort de la Marne, le commandement est inquiet, il faut faire un exemple. Le Jean-Julien Lemadec passe en tribunal de guerre et il est déclaré déserteur, donc il va être fusillé, mais pas fusillé n'importe comment, fusillé par ses copains du 65e régiment d'infanterie. L'histoire de Lemadec, c'est une des deux histoires qu'on peut trouver dans les archives de Nantes actuellement, de ces fusillés pour l'exemple. Il y en a deux pour le moment à Nantes, il y en a sans doute d'autres, hein, la liste n'est pas encore complètement exhaustive, et qu'on peut connaître grâce à l'accès aux archives qui a été permise par le gouvernement précédent, qui a permis que les dossiers de la justice militaire soient enfin accessibles à tout chercheur. Et donc, il y a ce Jean-Julien Lemadec là qui m'a pas mal intéressé. Vous pouvez aller le chercher sur Internet, hein, vous tapez, vous le trouverez les documents d'archives, vous pourrez faire le boulot vous-même. Je pense qu'il donne une autre vision de la guerre aussi. Comment ils ont tenu? Ils ont tenu aussi par la terreur. Pas seulement par ça, mais par la terreur. Par le pinard, certainement, il l'incarne, il avait pris une biture, et puis en même temps, il est fusillé. Est-ce qu'il a son nom sur le monument aux morts aujourd'hui? Bien sûr que non, bien sûr que non. Il n'a pas son nom sur le monument aux morts. Et donc, il y a des associations qui demandent la réhabilitation des 670 fusillés, pour l'exemple, en France actuellement. Et ils déposent une contre-gerbe, si je peux dire les choses comme ça, tous les ans, le 11 novembre, hein, pour un combat pour réhabilitation par la mémoire, évidemment, parce qu'en même temps, les familles, puisque je pense d'en parler, pas forcément celle de Julien Lemadec, mais on pâtit d'avoir parmi elles quelqu'un qui n'existait pas, qui était nié, puisqu'il avait été fusillé pour trahison. Alors que par ailleurs, pour montrer aussi que les choses sont un peu plus compliquées, au niveau des images que l'on crée, ou des images que l'on propose au peuple pour le faire agir, on va proposer la mort héroïque du colonel Degré-du-Loup, c'était le colonel du régiment du 65e, là où était le Jean-Julien Lemadec. Et lui, il va avoir le droit à une grande photo, à la une de l'Illustration, la grande revue de la bourgeoisie parisienne. Donc deux sorts très différents, et tout ça, ça fait de bon français. Thierry. Moi, mon exemple est beaucoup moins tragique que celui de Didier. C'est même plutôt l'histoire d'une trajectoire heureuse. Alors, mon héros est une héroïne, une femme dont on connaît même pas le nom, mais j'ai trouvé son témoignage dans un remarquable travail de collecte qui a été organisé par des associations de quartiers du nord de la ville. Et donc, cette femme était tunisienne, et elle témoigne, je vais lire son témoignage, puisque ce sont ses paroles telles qu'elles ont été collectées. Un jour, en 69, mon mari est arrivé à la maison, donc elle était en Tunisie à l'époque, est arrivé à la maison en me déclarant « Je pars la semaine prochaine travailler en France, tu me rejoindras plus tard ». Elle commente « Je ne pouvais pas le croire. C'est la France qui est venue nous chercher. La NPE était sur place en Tunisie pour recruter des hommes jeunes, en bonne santé, pour occuper des postes de manœuvre dans les entreprises françaises. » Au passage, la plupart des UP qu'on connaît à Nantes ont été largement bâtis par des ouvriers étrangers. 2 ans plus tard, elle rejoint son mari à Nantes. Témoigne toujours, je ne parlais pas le français, je ne comprenais pas un mot, je passais ma journée seule à pleurer, à la fenêtre, qui ne donnait même pas sur la rue. Mon mari partait à 7h à mobilette et revenait vers 19h. Peu après, en 72, le couple déménage à la Boissière. Toujours son témoignage. Au centre socioculturel, j'ai suivi des cours de français, de cuisine, de tricot, de raccommodage. Je mettais mes enfants à la garderie, c'était presque gratuit. J'ai pris confiance en moi et progressivement, j'ai pensé aller travailler. Longtemps, le couple a envisagé de retourner au pays, mais les enfants ont grandi, les petits-enfants sont nés, tous nantais désormais. Et la Tunisie n'est maintenant, pour cette femme et pour son mari, que le pays des grandes vacances. Alain. Moi, je n'en prendrai pas qu'un, mais je te rassure, je vais être quand même pas plus long. Le premier est très simple. Fernande Di Brotto. C'est une voleuse.
Elle est orpheline, elle a 14 ans, elle vole des aliments et parfois des vêtements. 14 ans, déportée à la colonie pénitentiaire de Doulin, c'est l'actuel Pas-de-Calais, c'est-à-dire au bout du monde, coupé de tout, etc. On a des enfants de 10 ans, nous sommes en 1911, des enfants de 10 ans qui sont mis en prison. C'est court, hein? Deuxième exemple, des femmes encore, des femmes cette fois-ci. Elles sont bretonnes, et reconnues comme telles. Balayeuses, les travailleuses les plus mal payées de Nantes, dans l'entreprise Grand Jouan. Et voilà qu'en 1899, elles se mettent en grève. Le maire, Paul-Émile Saradin, intervient dans ce conflit social et déclare qu'elles sont bien assez payées pour des Bretonnes. C'est la double peine, bretonne et femme. Troisième exemple, encore une femme. Après, je prendrai quelqu'un qui n'est ni homme ni femme. Alors, et oui, ça existe, vous allez voir. Bon. Alors, celle-là, je l'aime bien. Si je devais choisir, c'est oui, c'est elle que j'aurais choisie. Marie Horace. Nous sommes en 1824. Elle est mariée, maltraitée par son mari, trompée sans cesse. Et donc, en 1824, elle s'enfuit. Nous sommes dans le régime, la Restauration, le plus stupide que la France ait connu, je crois, et pourtant il y aurait l'embarras du choix. Donc, bien entendu, c'est un crime de quitter le domicile conjugal pour une femme. Et ce qui aggrave son cas, voilà qu'on la retrouve au Havre, où elle s'est installée avec un charpentier de navire. Elle est arrêtée. Les gendarmes vont la ramener à Nantes, sont encadrés, ça imagine à l'époque, vous imaginez. Mais auparavant, elle est interrogée par le commissaire de police, là-bas en Normandie. Et on ne sait pas pourquoi, moi je pense que le gars, il est sensible à son histoire et il va noter. Et la fille exprime sa dignité. Non, je ne rentrerai pas. Vive là où je vivais, elle explique pourquoi, voilà comment j'étais traité, etc. C'est, à ma connaissance, je ne peux pas être formel, la première fois, 1824, qu'une femme exprime ça. Non, ce n'est pas la première femme qui l'ait dit. C'est la première fois qu'on a trace de ce qu'une femme exprime. Ben oui, mais voilà, encore fallait-il poser la question, là, voilà, et chercher. Et puis, je disais, j'allais prendre quelqu'un qui n'était ni homme ni femme. Et oui, j'y tiens aussi, celui-là. Nous sommes il y a 2100 ans, à peu près. 1er siècle avant notre ère, comme on dit. Et on a trouvé, donc, dans la rue d'Auvour, c'est tout près de la place Viarme, au moment de la construction de l'immeuble, il y a eu des fouilles préventives, comme on dit, on a trouvé une urne funéraire. Jusque-là, vous allez me dire, eh oui, le peuple là-dedans, quel intérêt? Bon. Mais les archéologues ont remarqué sur l'urne comme des lettres, mais tellement mal faites qu'elles sont illisibles. Alors je dis homme ou femme, on ne sait pas qui l'a fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est donc quelqu'un qui a dit, mais pourquoi il n'y a que les savants ou les riches qui pourraient écrire le nom sur l'urne? Moi aussi. Et donc, il a dû trouver, je ne sais pas, un modèle qu'il a peut-être pris à l'envers, enfin, etc. Mais il a imité ce geste. Et puis, je terminerai avec aussi court, mais vraiment, voilà, parce que quelqu'un dans la salle le connaît. C'est quelqu'un qui est toujours vivant, qui s'appelle Henri, qui était conseiller municipal entre 1977 et 1983. Ce gars, j'ai connu, bon, voilà, il était au Batignolles, il était métallo au Batignolles, et puis il était conseiller municipal, et donc les conseils municipaux, il paraît, à moi à cette époque, ça se terminait parfois tard, et puis le lendemain matin, à 6h, il était au boulot au Batignolles, quoi. Et c'est un titre qui m'a paru à l'époque tellement admirable que je lui ai dédié ma thèse. Ce n'était pas fréquent, une thèse d'histoire dédiée à de simples ouvriers, voilà. Ça fait presque 40 ans, hein, donc il y a prescription. Mais je n'ai jamais regretté, parce que voilà, c'était pour moi quelqu'un d'admirable, dont j'aurais quand même pris un homme, je ne voudrais pas qu'on me traite de féministe primaire. Mais vous voyez, c'est... Enfin, moi, le bonheur que j'ai eu à participer à ce travail collectif, il est là, quoi. C'est repérer des gens dont on ne parle pas ou peu, explorer des vies minuscules, comme l'a dit le romancier Pierre Michon, qui vit à Nantes, comme vous le savez. C'est un vrai bonheur.
On va pas tarder à céder la parole, à vous céder la parole. Moi, j'ai peut-être juste une dernière question pour que vous disiez un peu. On va beaucoup parler en cette année 2018 d'un cinquantenaire. Comment vous avez abordé ce printemps 68? Il est assez court dans le livre, hein, je crois. Il y a 3 pages. Oui, c'est moi qui ai commis les 3 pages. Donc, Et tu as bien connu ce printemps-là. j'avais 20 ans en 68, mais Et tu ça, étais étudiant. j'étais étudiant, oui, en histoire. C'est pas original, bon, mais voilà. J'ai pas fait de mémoire. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait de mémoire de ces années-là. J'ai essayé de tenir compte de ce qui était accessible et de ce que ça pouvait dire éventuellement en tant qu'historien. C'est un sujet comme un autre. Même si aujourd'hui les mémoires sont encore très affrontées, le pari, ça a été de garder la rigueur la plus grande pour aborder les questions, même si j'avais des images dans ma tête. Peut-être qu'en relisant maintenant ces pages-là, vous allez dire on va le débusquer, mais non. J'espère avoir traité ça comme un autre événement historique. 50 ans, c'est déjà pas mal pour commencer à parler d'un événement. On parle sans arrêt du recul historique. Voilà. Alors, la commémoration, c'est pas notre truc. La commémoration, c'est se rappeler ensemble des bonnes choses, comme dit la chanson. Nous, on espère être du côté de l'histoire et pas du côté de la mémoire. J'espère qu'en disant ça, je suis clair. Que si on lit la commémoration comme étant d'abord une instrumentalisation du passé pour le présent, vous voyez bien qu'on peut effectivement instrumentaliser comme l'on souhaite 68. Hein. Et effectivement, si peut-être que celui qui nous dirige a renoncé à commémorer officiellement 68, c'est qu'il n'a peut-être pas trouvé de quoi alimenter sa politique symbolique. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Sur le fond, vous pouvez lire, l'analyse me semble assez classique. C'est un sujet comme un autre, voilà, c'est un sujet d'histoire que j'essaie de traiter avec mes chers camarades, parce que Thierry a pris la suite, donc, comme un sujet comme un autre. Alors, la problématique des historiens aujourd'hui, c'est justement, pour 68, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire, de parler des années 68, ça peut vous paraître étrange, des années 68, et non pas de mai 68. C'est-à-dire qu'il y a un amont, il y a un aval, et donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on approche l'histoire, plutôt que des souvenirs d'anciens combattants et de ces belles années. Gabriel? Oui, juste un mot sur tous les personnages que vous avez cités avant. Et ces personnages, ils font la chair du livre. Enfin, quand on lit le livre qui est tout à fait passionnant, enfin, qui vous donnera en plus envie d'aller tirer d'autres fils en fonction de ce que vous aurez lu. Mais tous ces personnages, en fait, c'est presque des personnages de littérature. C'est-à-dire que l'histoire populaire, elle est aussi dans la littérature. Est-ce que vous avez quelquefois eu la tentation du roman historique, ou est-ce que maintenant vous allez l'avoir ? Et est-ce que la préhistoire, justement, écrite au début, est-ce qu'il y a pas une forme de roman? La tentation, oui. La capacité, non. Je me suis toujours personnellement senti incapable de le faire. Et ben voilà, il vaut mieux pas faire des choses qu'on est incapable de faire. Par contre, dans une autre vie, je suis toujours professeur, je te signale, mais dans une autre vie, j'étais professeur dans une université. Et j'ai toujours, mais vraiment très fortement conseillé à mes étudiants de lire certains romans historiques. Parce que je pense qu'il y a une manière, c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire, mais sans aller jusqu'au roman. On essaie que tout ce qu'on dit puisse être étayé, prouvé. Il y a une manière de recréer ce qui est le plus difficile en histoire, les rapports entre les gens, la sensibilité, les attitudes. Robert Merle, par exemple, dans une série qui s'est appelée Fortune de France. Alors, nous, historiens, on voyait avec quoi il s'était documenté. Mais c'est un travail remarquable sur le plan historique. Voilà un exemple de livre, roman historique, dont je conseillais très fortement la lecture. Il y en a d'autres comme ça, bien sûr, sur d'autres époques. C'est une forme, oui, tentante. Selon moi, Thierry, qui a été aussi dans une autre vie, qu'il est peut-être toujours romancier, lui aurait pu, mais bon, voilà, ça lui. Non, je ne vais pas céder à la provocation, mais c'est peut-être pas tout à fait par hasard quand même si
la dernière phrase du livre, enfin je mets à part ce qui peut apparaître comme des annexes, la dernière phrase, elle est empruntée à un grand écrivain, Bertolt Brecht, et nous écrivons, alors ça c'est nous qui l'écrivons, on parle des vies minuscules de ceux, comme dit un poème de Bertolt Brecht, et là c'est la citation, dont on n'a pas vu le visage, pas aperçu l'être secret, pas entendu distinctement le nom. Effectivement, le roman historique serait peut-être une manière de mieux montrer le visage et de mieux articuler distinctement le nom de ces oubliés du temps. Didier. Oui, parce il a sorti Brecht, il faut que je fasse quelque chose du même tonneau. Donc je vais chercher du côté des historiens. J'ai trouvé Paul Venn, qui est un grand historien de l'Antiquité, même s'il vient de pâlir un petit peu actuellement à propos de Palmyre. Mais enfin, bon, Paul Venn dit une phrase que les étudiants ont à méditer très régulièrement. L'histoire est un roman vrai. Belle phrase. On va à vous de poser les questions. Allez-y. Et je crois que Gwenaël Guillaume, lui, est resté bloqué à l'octroi. Bonsoir, Pascal Rollo. Une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure du commerce triangulaire, et notamment des pertes humaines qu'il y avait lors de la traversée de l'Afrique vers les États-Unis ou les Caraïbes. Vous avez évoqué une perte humaine d'environ 12%, je crois. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors premièrement, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, quelle est la raison d'une moindre mortalité des femmes? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, à bord de la cargaison, il y a en général beaucoup plus d'hommes que de femmes, en général. La proportion est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers, à peu près peut-être. Et il y a aussi des enfants, puisqu'on n'a pas parlé trop des négrites et des négrillons. C'est comme ça qu'on les trouve dans les documents, négrites et négrillons. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a parce qu'on fait des lots. C'est-à-dire qu'on fait des lots, et donc quand on vend les esclaves, on ne les vend pas un par un. Il y a un gabarit qui est la pièce d'Inde, c'est le balèze, celui qui est la référence, et puis après, pour les queues de cargaison, j'utilise les mots qu'utilisent les négriers. Sur les queues de cargaison, on fait des soldes et on met des négrillons qui sont séparés de leur famille. Ce n'est pas spécialité nantaise, c'est pour tout la traite en général. Alors, sur la mortalité différentielle pendant la traversée, je ne peux pas trop vous dire s'il y a plus de mortalité du côté des femmes que du côté des hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit facile à établir. Peut-être, mais en tous les cas, je l'ignore. En tous les cas, la mortalité est importante. Elle est aussi souvent le résultat des révoltes qui ont lieu à bord des bateaux négriers. Il y a une expédition sur 10 connaît une révolte. Ce qui explique aussi que la mortalité dans l'équipage, cette fois, pour revenir à nos enfants, c'est la mortalité de marins qui sont aussi des gardes-chiourmes. Parce qu'à bord d'un bateau négrier, je ne vais pas continuer trop longtemps sans la traite, mais même si ça passionne tout le monde, j'imagine, hélas, sur un bateau négrier, on est à la fois marin, on hisse les voiles, on participe à la manœuvre, mais en même temps, on est d'abord un flic. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Dans l'état actuel des connaissances, comment on va dire. D'autres questions? Allez-y, levez la main, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'autres questions, ils vous ont sauvé. Alors, si. Moi, j'aurais aimé savoir quelles ont été vos sources. Parce que pour la dernière partie de la Révolution, à notre époque, ça ne devait pas manquer. Mais quand vous parlez de la préhistoire, je voudrais savoir où vous avez trouvé vos documents. Alors, la préhistoire, c'est quelques pages, et je vous ai dit que pour l'essentiel, ça consistait à dire qu'on ne savait pas. Hein. Bon, donc là, si, on sait par recoupement, par exemple, qu'il y a eu la consommation de chair humaine en pays nantais comme ailleurs, il y a un certain nombre de milliers d'années. Voilà, parce que c'est maintenant démontré dans toute l'Europe occidentale. Donc, on peut présumer évidemment qu'ici, ça n'a pas été une exception, mais on ne sait pratiquement rien. En fait, on commence à savoir réellement des choses et à pouvoir distinguer à peu près convenablement, par exemple, des milieux sociaux à partir du dernier quart du Moyen-Âge.
XIIIe, XIVe siècle. Avant, on galère beaucoup pour prendre un terme familier. En revanche, contrairement à ce qu'on imagine, on peut retrouver ce que disent des gens du peuple, hommes ou femmes. Et comment? Tout à l'heure, j'ai cité, c'est beaucoup plus tard, certes, mais je vais remonter le temps, 1824, cette femme-là qui s'enfuit. Bon, c'est quand même déjà 1824, il y a presque 200 ans. Et ce n'est pas 3 mots, c'est un texte, voilà, ces propos, voilà. Bon. Remontons encore. Et oui, à partir du 18e, il y a la presse. J'ai cité ce capitaine noir. Bon, remontons encore. Il y a une source, en dehors d'exceptions, comme cet administrateur de l'hôpital que j'ai cité tout à l'heure, il y a une source extraordinaire, c'est la justice. Parce qu'en justice, il y a des interrogatoires. Et des interrogatoires où, certes, au style indirect, il dit que on relève des propos. Il est accusé d'avoir dit que. Ou bien, il va déposer que. Et là, on sait ce qui se passe, on sait ce que les gens disent, pas forcément tout, on n'était pas là, mais on a beaucoup d'éléments, et là, on arrive à toucher l'expression du peuple. Et puis aussi le témoignage extérieur. Quand en 1899, le maire Saradin, ou bien quand en 1532, l'administrateur de l'hôpital, qui s'appelle Jean Javel, il mérite qu'on cite son nom, eh bien, nous parle du peuple de manière très différente tous les deux. Certes, c'est très intéressant sur ce qu'ils sont eux, ceux qui parlent, mais ils nous disent aussi beaucoup de ce que vit le peuple, de ces Bretonnes méprisées de 1899, et pas seulement par le maire, et puis aussi de ces gens qui, par centaines et peut-être milliers, meurent dans les rues. Et alors, il y a des télescopages de l'histoire, je me tais là-dessus, puisque vous parliez des sources. On sait depuis longtemps que le roi François Ier fait ce qu'on appelle, c'est le terme officiel, sa joyeuse entrée dans la ville de Nantes. Les rois entrent dans les villes, c'est une manière pour les villes de témoigner leur fidélité au roi et d'espérer en échange, avantages, privilèges, etc. Ah, il a de la chance, hein. À 2 mois et demi près, on n'a pas eu besoin d'enlever les cadavres. Bon. Le rapprochement aussi, ça, c'est démarche d'historien, ça dit des choses sur 2 mondes. Parmi les sources, Alain, tu as aussi beaucoup utilisé, je crois, les registres des prisonniers. Alors, ça, c'est pour une époque plus récente. Nous avons essayé, bon, d'une part, de dépouiller, c'est une source au passage formidable, les recensements. Bon, pas tous les recensements de la ville. On a fait un sondage, on a pris certains recensements. Et pour les mêmes années, une source qui n'a jamais été exploitée. Les registres d'écrous des prisons de Nantes. C'est de là que j'ai tiré tout à l'heure l'exemple de la petite Fernande Guibretot. C'est extraordinaire ce que l'administration peut produire. On a le nom, le prénom, l'âge, l'identité des parents, le costume, la taille, les motifs, la condamnation, s'il reste, combien de temps il reste en prison, où il passe leur emprisonnement, etc. Et alors là, y compris, je trouve que ça, personnellement, ça n'a pas encore été assez exploité, y compris dans des conflits sociaux, où on voit ces gens, alors au XIXe siècle et début du XXe, c'est très courant, arrêtés et condamnés pour des faits de coalition. En clair, ils ont fait piquet de grève. Voilà. Et donc, on sait qui, on sait, y compris on repère des frères, la même famille, enfin, etc. On peut passer à côté, dans cette source, oh là là, juste des trous, ça va être casse-pied. Ou bien on peut dire, mais qui va en prison? Et ce sera mon dernier propos. En 1911, 98% des emprisonnés sont incontestablement des hommes et des femmes du peuple. Et les 2% qui font exception, il y a un cas, un bourgeois qui a tué son père ou sa mère, je ne sais plus, sans doute pour accélérer l'héritage, quelques escrocs, enfin, etc. Donc oui, il y a les 2%. La prison, je ne suis pas très sûr que c'est d'ailleurs totalement changé. La prison, c'est une réalité de la vie du peuple. Je ne veux évidemment pas contredire Alain sur ce qu'il a dit au sujet des sources. Seulement, je voudrais revenir au tout début de notre débat, quand on a dit que ce qui importait dans cette histoire populaire, c'était le point de vue.
beaucoup des sources qu'on a utilisées sont des sources connues, qui étaient sur la table. Simplement, ce sont les questions qu'on leur pose qui permettent d'arriver à des résultats nouveaux. Ce que disait Didier tout à l'heure sur la mortalité comparée des esclaves et des membres de l'équipage, ou dans l'histoire tout à fait récente, puisque Alain Chénard nous fait le plaisir d'être parmi nous, quand on analyse la composition des conseils municipaux de Nantes de 1977 à aujourd'hui, on peut, c'est ce qui est fait le plus souvent, en donner une lecture politique. Voilà, il y a tant d'élus socialistes, il y a tant d'élus communistes, voilà comment sont répartis les postes de responsabilité, les adjoints. C'est une lecture qui a son intérêt, son mérite, et qui est tout à fait défendable. On peut proposer une autre lecture, c'est ce qu'on a fait dans ce livre. Tiens, si on s'intéressait à la profession des élus, à leur origine sociale. Et si on regarde sur une période relativement longue, disons de 1977 à aujourd'hui, on voit que la composition sociale du conseil municipal a assez nettement évolué, grosso modo, dans un sens de professionnalisation de la politique et d'éloignement progressif des origines populaires. Voilà. La source, elle est connue, il suffit de consulter les listes, mais on pose des questions autres que celles qu'on est habitué à poser, c'est tout. Mais on dit du bien, précisément, de la composition de l'équipe de 77. Mais je n'interviens pas pour me défendre ni excuser ceux qui n'ont pas fait comme j'ai pu réussir à le faire, mais peut-être expliquer pourquoi c'était plus facile à un certain moment qu'à un autre. Oui. Il faut regarder les mouvements de migration. La France a été très longtemps agricole, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et puis, ça a commencé à bouger. Et là, on a vu une première vague, les Bretons. À Chantenay, on parlait breton dans les épiceries, dans les bistrots, sur les marchés. Il y avait des Bretons. Mais ces Bretons, ils avaient du boulot, ils ont eu des enfants. Et si on regarde les gens qui habitent aujourd'hui les Dervalières, il reste encore des descendants de ces gens-là. Et ces gens-là, syndicalisés d'abord, politisés ensuite, étaient disponibles pour faire des conseillers municipaux ou d'être désignés par leur père. Après, il y a eu une autre vague. Mais les Bretons, à l'école, ont appris le français. Monet Guillossou, que certains d'entre vous connaissent, il a appris le français en arrivant à l'école. Et aujourd'hui qu'il a des difficultés, il réagit mieux au breton qu'au français. Mais bon, on passe plus facilement du breton au français. Arrive la vague des Nord-Africains, des Maghrébins. Et là, ils ont déjà quelques connaissances en français, mais il y a un problème religieux qui les isole. Et pour qu'ils entrent dans un conseil municipal, et il y en a, il faut quand même attendre que ce soit des enfants pour voir des petits-enfants. Et aujourd'hui, qu'on parle les langues d'Afrique, et elles sont nombreuses, il va falloir aussi attendre qu'il y ait... Donc, on ne peut pas condamner ceux qui ne peuvent pas afficher, mais qui cherchent à être efficaces, c'est-à-dire d'avoir une résonance profonde dans la population concernée. Non, mais juste qu'on ne se méprenne pas sur mon propos et sur le propos du livre en général. Il n'est pas question de porter un jugement et d'émettre une condamnation. Tous les arguments explicatifs que vous avez évoqués, je les comprends et je les partage. Simplement, je dis voilà, c'est pas inintéressant de faire ce constat sociologique, même s'il s'explique par un tas de raisons,
Et on peut penser que c'est sans doute pas tout à fait non plus sans effet. Voilà, c'est tout. Oui, je voudrais, avant de laisser la parole à quelqu'un, j'ai vu une main se lever dans le fond, là, ajouter quelque chose. Alain Chenard a exprimé une idée que beaucoup de Nantais partagent. Bah oui, ça a commencé avec les Bretons. Je suis désolé, c'est pas la réalité, c'est pas neutre. Je suis pas là pour apporter de l'érudition. Non, ça a commencé bien avant l'immigration bretonne, qui est réellement notable à partir du milieu du 19e siècle. L'immigration, on pourrait dire oui, c'est depuis toujours, mais il y a des minorités qui s'intègrent à Nantes, parfois tellement bien qu'on les oublie. On a oublié, par exemple, et je n'aurai qu'un exemple, parce que sinon on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, on a oublié, par exemple, qu'au-delà de quelques armateurs et nobles, était arrivé tout un peuple irlandais au XVIIe siècle, tellement bien intégré, alors qu'ils arrivaient sans comprendre un mot de breton, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec l'irlandais, où c'est très très loin, et de français. Et puis, un demi-siècle après, à part quelques grands armateurs et nobles qui cultivent leur origine irlandaise, on ne les voit plus. Ils ont francisé. On a relevé un exemple qui est plutôt rigolo, hein, une famille White. Ah bon, on les retrouve un peu plus tard, ils s'appellent Leblanc. Alors, la question... Oui, bon, on a été étudiants, Didier, à peu près à la même période. Toi comme moi, on a appris la Révolution française à travers Soboul, hein, c'est-à-dire à travers une histoire marxiste. Puis après, c'est-à-dire qu'à l'époque, une histoire populaire était forcément marxiste, ou enfin on le pensait. Et puis après, les historiens se sont éloignés des grilles de lecture marxistes. Alors, est-ce que vous avez fait, ou est-ce qu'une histoire populaire de Nantes ou d'ailleurs peut être crypto-marxiste, post-marxiste? Est-ce qu'une histoire marxiste aurait été différente? Et puis après tout, il y a peut-être d'autres chemins, je ne sais pas. Comment vous vous placez par rapport à ça, à la suite de notre cheminement qu'on a tous fait ensemble finalement? Alors c'est vrai que tout le monde est revenu de Moscou, tout le monde est revenu de Pékin, tout le monde est revenu de je ne sais pas où d'ailleurs, il y a d'autres endroits d'exil, mais bon, je crois que ce n'était pas notre préoccupation. Notre préoccupation, elle était au départ, comme on l'a dit dans la méthode, on n'avait pas de choix idéologique entre nous immédiatement. Notre intérêt sur le peuple nous marque indiscutablement. Je crois qu'effectivement, on a les uns et les autres ici, on peut le dire aussi, nous sommes des militants, quelque part. Des militants au minimum culturels. On a participé au moins plusieurs fois à la remise à niveau de l'histoire à Nantes dans un sens plus démocratique, on va dire ça comme ça, peut-être, via Nantes Histoire par exemple, hein, qui était une forme d'engagement. Ce n'est pas un mot qui est obscène, me semble-t-il. Alors, est-ce que ça implique les grilles de lecture que tu viens d'avancer? Je ne suis pas complètement sûr. C'est la première fois qu'on se pose la question ce soir. Hein. Donc, on n'est pas passé devant le tribunal où on risquait un procès de Moscou. Non, pas du tout. Alors, ce que je peux simplement te dire, c'est que moi, j'ai eu l'impression, dans ce qu'on a écrit quand même, qu'on n'a pas rejeté ce qui pouvait être du côté des classes sociales et donc d'une analyse marxiste, si tu veux, si ça te fait plaisir. Mais en même temps, je crois aussi que les historiens ont beaucoup avancé du côté des modes de domination. Et ils ont emprunté à Pierre Bourdieu beaucoup. Et je crois que quelque part, enfin moi je pense, moi pour l'histoire contemporaine, c'est des figures un peu marquantes, mais ça perfuse sans qu'on s'en rende compte. C'est pas un choix. Je revendique pas, voilà c'est Bourdieu, voilà c'est Marx, voilà c'est Raymond Aron. Chacun verra comme il voudra. Mais en tous les cas, on n'a pas de label de ce type. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, camarade. Alain. Oui, moi je vais être clair, je me fiche complètement de savoir si je suis marxiste ou pas crypto, et puis tu as pris plusieurs préfixes avant marxiste. Non, que le lecteur après dise, tiens, là je sens telle approche, etc. Mais puisque tu as cité la Révolution comme exemple, et tu as évoqué le nom de quelqu'un qui a été un très bon historien de la Révolution, mais l'histoire progresse. Et est-ce que c'est
Parce que, y compris, moi, je ne crois pas en Dieu le Marx. Je ne crois pas qu'il y ait une fois quelqu'un qui ait pensé l'histoire pour la nuit des temps. Bon, un exemple concret. Quelque chose qui avait, sauf peut-être tout à la fin de sa vie, complètement échappé à Albert Soboul. Et c'est normal. Comme ça a échappé à 95% au moins des historiens de sa génération. Ce n'est pas une histoire d'être marxiste ou pas. C'est les aspects culturels de la Révolution. On croyait naïvement, pendant une ou deux générations, voire plus, que 14 juillet 89, ça y est, les gens ont changé. Bon, non, on ne change pas aussi vite que ça, même aujourd'hui, alors qu'il y a plein de médias, etc. Deuxième exemple, et j'en prendrai que deux, donc je m'arrête là après. Oui, l'apport, par exemple, puisqu'on l'a fait pour Nantes, là, d'une approche du choix des prénoms par les parents pendant la Révolution. Ah bah oui, en dehors de Marseille, c'est vrai, Marseille est devant, Nantes est probablement, on n'a pas encore le travail pour toutes les villes de France, la ville de France où les parents ont le plus choisi des prénoms dits républicains ou révolutionnaires. Ah, ça veut dire quelque chose, ça. Alors après, pour ceux qui disent, oui, Carrier, la Ligue du peuple, ah, c'était beaucoup plus large que ça. C'était beaucoup plus large. Et ce n'est pas gratuit. L'exemple auquel je termine, ça m'avait intrigué quand on avait travaillé, c'était avant notre travail, dans le cadre d'un groupe d'histoire, on a beaucoup fait ça, du parler de militants culturels, amener des gens à faire une histoire de qualité professionnelle. On avait travaillé sur les prénoms, justement, de la Révolution. Et il y avait 6 femmes qui avaient appelé leur fille Zulim. C'est pas révolutionnaire, c'est pas un prénom antique, enfin, j'abrège. Comment on a avancé là-dessus de deux manières? Qui c'était Zulim? Eh bien, dans le théâtre, ça vient du théâtre. Le théâtre était un art très populaire au moment de la Révolution et pendant d'ailleurs le XVIIIe siècle. C'est une femme abusée par un homme qui la met enceinte, comme on dirait aujourd'hui, qui l'abandonne et qui, devant la honte, se suicide. Ah bon, c'est déjà un élément. Et qui étaient les 6 femmes appelant leur fille Zulim? 6 mères célibataires. Je ne sais pas si c'est marxiste ou pas, mais je crois qu'on est à comprendre quelque chose. D'autres questions? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. J'avais une question sur une remarque sur la méthodologie, en tout cas la définition du mot peuple et populaire. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de justification au choix par Michel Zancarini-Fournel de commencer au XVIIe siècle ou par Gérard Noiriel de commencer un peu plus tôt. Pour autant, je m'interroge sur le concept, puisque peut-être que le peuple se définit, en tout cas en lien avec la théorie de l'État, etc., donc comme un concept politique. En tout cas, il a souvent été utilisé ainsi, c'est-à-dire au moment où on parle de souveraineté et de souveraineté populaire, donc à partir de, je ne sais pas, Jean Baudin ou un peu plus tard en tout cas. Et donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous interrogez, que le fait que le terme de peuple ne signifie pas du tout la même chose dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, et en lien avec les archives, justement? Je pense que c'est une grande interrogation pour l'historien qui fait de l'histoire populaire et de l'histoire des représentations, de l'histoire culturelle aussi, de l'histoire politique. Vous disiez, vous avez changé de regard sur les archives, c'est-à-dire c'est des archives qu'on connaît déjà, mais on les interroge différemment. Et à mon sens, il y a aussi une différence entre l'élite qui parle du peuple, par exemple dans les rôles judiciaires, dans les archives judiciaires, et le peuple qui parle de lui-même. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous avez travaillé? Parce que c'est à mon sens, le problème fondamental, est-ce qu'on étudie le peuple qui se représente lui-même, ou est-ce qu'on étudie le peuple tel qu'il est représenté ou dit par d'autres? Alors, qui veut en parler? Didier? Je viens de dire un mot. Je crois que le peuple, dans ces cas-là, il est, par rapport à ce que vous dites, la dernière phrase, est-ce que c'est le peuple représenté ou le peuple qui se représente? Dans une histoire des représentations, il y a une relation dialectique. Cette heure-ci, c'est un peu difficile, mais tant pis. Il y a une relation dialectique entre les deux aspects. Et donc, c'est bien ça qui fait... Alors, on ne le dit pas comme ça, on n'écrit pas comme ça dans le livre. J'écris parce que vous êtes visiblement une spécialiste. Mais donc, c'est une relation dialectique qui fait que
les deux sont complètement liés. On peut pas. La représentation du peuple fait que il modifie son attitude aussi à certains moments, et cette modification d'attitude rejoue sur le concept. Bon, mais c'est un peu compliqué. C'est un jeu de miroir permanent. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, moi, j'ai plutôt, même si on assume tout le bouquin, j'ai plutôt travaillé sur le 19e, 20e. C'est vrai que j'ai été interrogé par la séparation qu'introduit Rosan Vallon, par exemple, entre le peuple social et le peuple politique. Hein. Mais je crois que on s'est posé la question évidemment plusieurs fois pour dire qu'au fond, c'est une entrée dans les choses, c'est une valeur heuristique, pour parler encore de façon plus pédante, mais je crois que ça vient de soi, je dirais, dans le sujet. Juste un éclairage sur la manière dont on a travaillé. Pour révéler un secret, on était un peu plus nombreux au départ que nos cadres. Et un des membres de notre groupe nous a quittés parce qu'il avait produit une analyse qui n'était pas inintéressante d'ailleurs de ce que c'est que le peuple, de ce que n'est pas le peuple, etc. On avait le choix entre débattre à n'en plus finir sur ce que c'est que le peuple, où ça commence, où ça s'arrête, tout ça, ou bien adopter une démarche un peu empirique, peut-être pas tout à fait satisfaisante sur le plan théorique, mais dire, en gros, on voit à peu près ce que c'est quand même. On voit que ce sont quand même plutôt les gens qui sont pauvres, relativement pauvres, et on a des approches très, très, très précises. Par exemple, au Moyen-Âge, il y a des gens qui sont plutôt dominés. C'est un peu grossier comme façon de dire les choses, mais c'est une approche qui n'est pas globalement fausse. Et puis ensuite, muni de ce viatique, on a pu dérouler les choses assez simplement. Oui, brièvement, mais c'est effectivement une question importante. Bon, d'abord, je pense absolument pas que le peuple n'existe qu'avec l'État. C'est effectivement la thèse que défend Gérard Noiriel, pour qui j'ai un très grand respect, mais je pense qu'il se trompe. Il y a un peuple, pour parvenir là-dessus, à la préhistoire, pour moi, c'est une évidence. 1. 2, je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée que la justice, c'est un regard porté sur le peuple. Un des grands progrès des historiens depuis un peu plus d'une génération, c'est d'avoir su, l'expression, je vais mettre, elle est ambiguë, faire parler les documents, c'est-à-dire supprimer, peut-être pas toujours en totalité, mais les filtres qui empêchaient d'accéder à une parole populaire. Et on peut, pas toujours, pas tout le temps, soyons bien nuancés, on peut y accéder. Et enfin, l'essentiel, on l'a dit, mais peut-être pas suffisamment, avec suffisamment d'insistance. Évidemment que la notion de peuple évolue avec le temps, premièrement, et deuxièmement, que ce n'est pas une ligne qui sépare le peuple des autres catégories sociales, mais je dirais une zone fluctuante, et cela dépend de qu'on parle social, culturel, religieux. On peut être proche, voire appartenir au peuple par certains traits et pas par d'autres. Un exemple qui ne vient pas de nous, on a utilisé évidemment beaucoup de travaux de collègues, l'exemple des maîtres dans les anciens métiers d'avant la Révolution, le maître serrurier, le maître maçon. C'était dans le peuple ou pas? C'était un patron. Mais en même temps, par ses conditions de vie, il était le plus souvent très proche de ses compagnons. Ben voilà la zone intermédiaire. Par certains côtés, oui, il relève du peuple, par d'autres, pas. Et donc, on ne peut pas analyser un tiroir. On a trouvé le peuple, ça y est, on a notre tiroir, on l'analyse. L'instituteur, en 1880, ne relève sans doute pas du peuple. Le même instituteur, mais qui n'est plus le même, c'est la société qui a changé. En 2017, nous pensons qu'il en fait partie. Oui. Une autre question? Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'on trouve sur Nantes des traces importantes du cahier de doléances du 4e ordre? Les cahiers de doléances, je vais chercher pour vous donner un chiffre exact. Je prends mes risques, je crois que c'est 3, mais je vais chercher.
Non, effectivement, d'abord, une bonne partie des cahiers de doléances de Nantes ont disparu. Par contre, on a pu analyser la composition de ce qu'on appelle les assemblées primaires, c'est-à-dire les assemblées, qu'elles soient de métier ou géographiques, dans lesquelles ont été rédigés les cahiers de doléances. Et j'y suis presque, je vais trouver mon chiffre, car je m'attendais à cette question. Voilà. Non, ça c'est les élections. Pardon. Voilà, ça y est, oui, eh ben, c'est bien ça, 3, c'est bien ça. Il y a environ 3% de ce qu'on peut estimer être, prenez même une marge d'erreur de 100%, hein, 3% de ce qu'on peut estimer être le peuple qui a participé à la rédaction des cahiers de doléances à Nantes. À la campagne, ce serait plus élevé. À Nantes, 3% du peuple a participé. Les cahiers de doléances ne reflètent, on peut le dire, quasiment pas, et c'est un quasiment de prudence d'historien, quasiment pas l'opinion, les sentiments, le ressenti du peuple de Nantes. Vous voyez, c'est exactement la question que vous avez posée, le type de question qu'on s'est posée, et c'est pour ça qu'on a la réponse. Sinon, vous serez obligé de vous dire, et ce n'est pas encore arrivé, mais j'espère que ça va arriver, zut alors, on ne s'est pas posé cette question, on n'a pas la réponse. Mais là, on l'a, donc on se l'est posée. D'autres questions? Allez-y. Brigitte, attendez, le micro va arriver. J'avais pas vu, pardon. Le monsieur. Oui, bonsoir. Favre du Conseil de développement. Et dans vos propos liminaires, vous avez cité deux exemples qui sont un petit peu contradictoires, mais qui vont m'amener une nouvelle question. Vous avez dit, par exemple, que le rattachement de la Bretagne à la France n'a pas sans doute été sensible au peuple immédiatement. Plus tard, vous avez dit que la création de l'État civil avait modifié profondément les ressources en prénoms. Alors, bon, il y a eu des prénoms très typés, d'ordre révolutionnaire ou pas. Mais est-ce que d'autres événements politiques ou de grande ampleur ont marqué l'évolution du comportement du peuple? Est-ce qu'on en a des connaissances? Par exemple, bon, la loi Le Chapelier, si elle interdit si la loi Le Chapelier interdit les associations, c'est sans doute qu'il y avait une crainte de ces associations. Moi, j'interprète cela comme ça. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que les guerres de religion ont marqué on sait qu'il y a eu des exils, et puis vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a sans doute eu des mouvements migratoires. Tout à l'heure, quelqu'un a souligné malicieusement qu'il n'y avait parmi les auteurs de ce livre qu'un seul auteur encore en activité. Et ce n'est pas seulement une petite pique, c'est important et c'est une manière de répondre à votre question. Écrire un livre comme ça, c'est, j'en suis absolument convaincu, infaisable, impossible pour un jeune historien. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir accumulé lecture, questionnement, expérience, et même si c'est le génie de l'histoire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas y être à 25 ans. C'est-à-dire qu'on y est forcément beaucoup plus tard, mais voilà. Et donc, une des questions du livre essentielle, c'est sans arrêt le dialogue entre l'histoire locale du peuple et l'histoire nationale du peuple, et le dialogue entre l'histoire de l'ensemble des Nantais ou de l'ensemble des Français et l'histoire du peuple. Tout à l'heure, Didier a employé un mot disant oui, il est difficile, mais il avait raison. Dialectique, cet échange permanent entre ces deux réalités. Donc les exemples que vous avez cités, et d'ailleurs bien d'autres, oui, bien sûr, ils sont essentiels. Quand on les évoque, on essaie de voir en quoi ils répondent à des attentes, en quoi ils modifient la vie du peuple, et ça se traduit à la fin par quelque chose auquel on tient beaucoup. On a proposé, alors, ce qu'on appelle dans les livres en général une chronologie, on a appelé ça le temps du peuple. Pourquoi ça répond à votre question? Il y a deux colonnes. Il y a une colonne peuple de Nantes, et puis il y a une question, le contexte, qui peut être un contexte par une décision de la bourgeoisie nantaise ou un contexte national. Parce qu'effectivement, on pense qu'on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre.
Oui, alors je donne un exemple, j'en prends un. Voilà. 1816. Ouais, vraiment au hasard. Hein. Bon. Niveau national, suppression du droit au divorce. Vous voyez Marie Horace, là. Bon. Ma fille de 1824. À Nantes, les Calfas, donc des travailleurs de la navale, créent une société de secours mutuel, ancêtre des syndicats. Voilà deux réalités. Et on essaie de montrer en quoi elles changent. On s'est interrogé sur le, bah oui, je ne vais pas revenir là-dessus, le cas du divorce, hein, ou bien, celui-là, je l'aime bien, 1492. On a répondu 1532, mais on l'a déjà fait. 1492, 12 octobre. Ben, vous le savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Aucun Nantais n'a été au courant, évidemment, même l'année suivante. 1492, 12 octobre, un jour ordinaire, naissance de Guillaume Jacquet. Ces deux manières de regarder l'histoire. On ne dit pas que la découverte de l'Amérique soit importante, mais c'est pas, on ne fait pas une histoire mondiale. Hein. Allez-y, allez-y. Alors, je voulais poser une question suite à deux interventions que vous avez faites, là, Monsieur Croix. C'est celle de la zone d'ombre. Je voulais savoir, Charles Brunelière, pour avoir une... Est-ce qu'il vient du peuple ou est-ce qu'il retourne dans le peuple à travers son parcours et ses différentes actions? L'autre, elle est liée à ce que vous venez de dire. On est dans une ville portuaire, surtout jusqu'au 19e siècle. Quelle est l'influence, par exemple, sur les engagés, les équipages? Quelle est l'influence de l'histoire nationale par rapport à la politique navale, corsaire, etc., les îles sur la réaction du peuple, soit qui s'engage pour aller trouver une condition meilleure, soit pour remplir les équipages. Alors, Didier, tu vas sur les équipages. Les équipages, mais je crois qu'on ne parle pas de la même chose. On parle vous parlez de la Royale, là. Oui, je parle du fait que, par exemple, entre le XVIIe et XVIIIe siècle, beaucoup d'équipages étaient bretons dans la Royale, oui. Dans les équipages de corsaires, oui. Et il y a eu beaucoup ce qu'on appelait les engagés, c'est-à-dire oui. Qui partaient dans les îles, qui avaient un contrat de 3 ans, oui, qui mouraient pas mal d'ailleurs. Les 36 mois, on les appelle aussi, les 36 mois. Alors, sur les 36 mois, effectivement, vous les trouverez dans le bouquin. Ça s'arrête au début du XVIIIe siècle, hein, l'engagement. Donc c'est une source qui est tout à fait intéressante parce que c'est des contrats notariés. Donc là, on peut rompre le silence du peuple puisqu'on a des contrats notariés. Et il y a un vieil historien qui est mort il y a quelques années déjà, qui s'appelle Gabriel Debien, qui avait fait un travail pionnier mais passé un peu inaperçu sur les engagés, qui est hyper intéressant. Ça précède, si vous voulez, la traite des Noirs. C'est-à-dire c'est l'utilisation d'une main-d'œuvre blanche dans les îles à sucre, ou pas encore complètement à sucre, d'ailleurs plutôt à tabac à ce moment-là, pour essayer de mettre en valeur les terres dans les tropiques. Et donc ces engagés passent par le port de Nantes et signent un contrat selon lequel ils ont le passage gratuit pour les îles, à condition de signer un contrat d'engagement pendant 3 ans avec un propriétaire sur les îles. Et c'est intéressant parce que sur ces gens qui s'engagent sur on peut en suivre 2800 actuellement, actes notariés. Sur ces 2800, il y en a 69% qui ne savent pas signer. Donc ça les situe bien. Et la mortalité de ces gens-là est considérable. Elle est au moins égale à celle des Noirs qui vont arriver après eux travailler dans les plantations. Donc je pense que vous vouliez parler de ces engagés-là. On en parle aussi comme exemple que ce n'est pas la couleur qui, en l'occurrence, le teint du visage qui fait la différence, c'est bien le malheur du temps, comme on disait à l'époque, ou la difficulté de l'ouvrage qui fait que les engagés blancs vont dépérir dans les îles comme vont dépérir les esclaves noirs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ils sont introduits dans l'histoire du peuple, du fait qu'ils sont obligés de s'exiler. Ils s'exilent parce qu'ils sont dans la misère. Voilà. Donc c'est introduit. L'autre, c'était Charles Brunelière, savoir à quel moment on le met dans le peuple ou pas. Brunelière, on peut rapprocher le cas de Despins, par exemple, qui a été cité tout à l'heure. Bon, incontestablement des bourgeois d'origine sociale, mais à partir du moment où quelqu'un, nous on s'en fiche, on ne va pas étiqueter et mettre un numéro, une couleur, un rang. Voilà. À partir du moment où des gens comme ça s'engagent pour essayer
avec les limites que leur action peut avoir, on essaie de les montrer, s'engagent pour essayer d'améliorer les conditions de vie du peuple, ils sont bien dans cette zone intermédiaire. Quand Despins décrit, c'est plus simple à expliquer brièvement que dans le cas de Brunelière, quand Despins décrit la rue des Fumiers, la bien nommée à Nantes, et décrit les immondes bouges dans lesquelles s'entasse vraiment le peuple le plus misérable. Mais Despins, ça explique l'écho national qu'a eu son travail. Despins, évidemment, s'engage en militant, s'il n'enlève rien, je répète, aux prudences qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à certains de ses choix politiques. Et quand nous, on ajoute que la municipalité de l'époque, nous sommes donc dans les années 1830, 1835, si on prend le travail, la publication du travail de Despins, prend des mesures énergiques pour mettre fin à ce scandale de la rue des Fumiers, c'est vrai. Plus jamais on ne parlera du scandale de la rue des Fumiers, puisque la ville décide de la rebaptiser rue Marmontel. En parlant de Nantes, c'est une approche urbaine. Et effectivement, ma question, c'est autour du rapport rural-urbain. Les populations urbaines ont des origines rurales, mais est-ce que dans votre traitement, on retrouve des choses qui peuvent parler, je dirais, du rapport de Nantes à son territoire, du rapport à la ruralité? Parce qu'il y a aussi une histoire populaire, l'histoire de la France rurale qui peut être traitée à travers l'histoire urbaine. Pas rentrer trop dans les détails, mais simplement pour vous confirmer ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, par un autre intervenant, c'est que la population urbaine provient pour une large part est renouvelée par les apports migratoires. D'abord des ruraux de la région, puis évidemment beaucoup de plus loin, un peu d'extérieur après. Alain, tu as fait un bouquin là-dessus qui met les choses en place. Alors, c'est plutôt l'idée qui nous intéressait, c'était l'accueil de ces gens-là. On a par exemple, on peut reprendre l'exemple que citait M. Chenard tout à l'heure, c'est l'accueil des Bretons au XIXe siècle, dans une ville qui revendique par ailleurs sa bretonité quelquefois quand ça l'arrange, et qui la rejette quelquefois par ailleurs. Dialectique, ça s'appelle. Donc, on a trouvé des textes au XIXe siècle qui sont extrêmement violents, un véritable racisme anti-breton, mais qui est un racisme à l'égard des pauvres essentiellement, parce que ces Bretons qui vivent là vivent dans la misère. Ça me paraît tout à fait important. Donc c'est un peu une réponse rapide, mais qui va dans ce sens-là. Il y a un renouvellement, évidemment, avec une difficulté d'assimilation. La ville est une zone d'acculturation, c'est certain, mais c'est une zone d'acculturation extrêmement difficile, et pas pour tous. J'ajouterais simplement que cette catégorie ruraux-urbains, ça c'est une catégorie de sociologues du XXe siècle. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont vécues. Les choses, elles sont vécues en termes de locaux, d'indigènes et d'étrangers. Qu'est-ce qu'un étranger en 1500 pour un Nantais? C'est quelqu'un qui habite la Chapelle-sur-Erdre. Et ça se traduit par quoi? On vire, on essaie, parce que les moyens policiers ne sont pas à la hauteur, de virer ces sales étrangers de la Chapelle-sur-Erdre, sale étant un terme d'administrateur, hein, pas populaire. Quand il y a une menace du type famine ou épidémie. Et puis avec le temps, les étrangers vont venir de plus en plus loin. Sautons les étapes. Ben oui, ils vont venir de Bretagne, et puis sautons encore pour faire court, hein, laisser la place, j'ai vu qu'il y en avait qui en attendent, à d'autres questions. Et après, ils viendront d'Afrique du Nord, et puis ils viendront d'Afrique noire, et puis ils viendront du monde entier aujourd'hui. Voilà. Mais cette problématique, elle est permanente, et la manière dont on accueille ou rejette ces étrangers, ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant à étudier. Hein. Comment, à certains moments, on a, à Nantes, beaucoup moins qu'ailleurs, des réactions xénophobes, et comment, à certains moments, j'ai un exemple en tête, par exemple en 1577, où une véritable émeute éclate quand, j'abrège, les policiers spécialisés dans l'expulsion de ces étrangers se font agresser et tabasser. Manifestation de solidarité entre eux, éléments du peuple. D'autres questions? Allez-y. Juste une petite question courte. Quel a été le choix, enfin pourquoi vous avez choisi dans les colonnes de la fin du livre, vous avez une colonne de gauche qui s'appelle Quelques repères, à droite le peuple de Nantes, et c'est rempli plus ou moins.
ce n'est pas rempli d'un côté, comment dire, vous avez des repères à gauche et vous avez choisi de rien mettre à droite. Alors c'est derrière ma question, c'est pas une question purement. Il y a une logique dans ce que je pose comme question, c'est que c'est intéressant les repères de gauche. C'est pas le même type d'interrogation. Ce sont des repères souvent qui représentent quelque chose d'historique au sens national, voire international, etc. Mais à droite, c'est le peuple de Nantes, tout à fait intéressant aussi. Et c'est l'exemple que vous avez donné du 14 juillet, de la naissance de... Oui, 1492, de Christophe Colomb d'un côté, et puis en effet, ce parallèle est intéressant, je trouve, pour lire votre ouvrage de ce qui se passe concrètement chez les gens et ce qui, après, a été intégré comme des repères portés par la culture globale de la France ou de l'Europe, etc. Donc c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des fois de rien mettre? Voilà. Enfin, c'est peut-être pas une question que vous avez. C'est une bonne question, mais on est resté aussi un peu quelquefois sec, il faut bien le dire. Mais surtout, ce qui est intéressant de votre intervention, c'est que ça soulève la question fondamentale de ce qui est un point aveugle, je crois, du bouquin, c'est la remise en cause quelque part du roman national. De fait, même si ça n'a pas été une ambition affichée, on interroge, on ne le remet pas en cause, on questionne le roman national. Et le roman national, c'est bien le roman d'une certaine France qui naît au XIXe siècle, enfin qu'on fait naître au XIXe siècle, et qui donc va être inculqué par l'école primaire souvent. Il y a des collègues qui ont fait des super bouquins là-dessus, pour effectivement faire partager une culture commune, ou tout au moins une vulgate commune, à tous les petits Français. Et quelque part, c'est ces repères-là qui reviennent. Mais c'est important parce que c'est les repères qui nous font tenir aussi. On fait société parce qu'on a des repères communs. Donc c'est compliqué. On peut interroger le roman national tout en n'allant pas peut-être le rejeter complètement, mais en disant qu'il peut avoir d'autres significations. Et c'est une réponse aussi à la question qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire quelle relation on entretient entre l'histoire du peuple local et les répercussions éventuellement sur l'histoire nationale ou générale. On ne peut pas toujours la saisir, mais on a essayé de donner quelques réponses. On peut l'illustrer concrètement à partir de quelque chose que vous savez tous, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Quel était le plat favori de nos ancêtres les Gaulois? Ah, merci monsieur de votre collaboration. Voilà, ben non, pas le sanglier. On a tous lu Astérix. Astérix, c'est une vision des Gaulois d'avant l'histoire populaire ou l'histoire d'aujourd'hui. Non, dans les milieux très aisés, oui, on mangeait sans doute entre autres choses du sanglier, mais absolument pas dans le peuple gaulois et donc dans le peuple nantais de l'époque. On ne mangeait pas de sanglier. Voilà. S'il y a un nouvel Astérix au fait de l'évolution et des recherches en histoire dans 20 ans, ben, ils vont avoir des problèmes parce que les grands banquets de sanglier, c'est fini, ça disparaît, et puis plein d'autres choses. Oui, ce tableau, il a évidemment quelque chose d'arbitraire. Enfin, il n'est pas fait n'importe comment, mais sa fonction est surtout de faire réfléchir à l'articulation entre l'histoire populaire de Nantes et puis, avec des tas de guillemets, la grande histoire. Mais évidemment, d'autres dates auraient pu être choisies, d'autres événements auraient pu être mis en avant. Allez-y. Pardon. Tout à l'heure, vous avez évoqué des sources nantaises et françaises. Est-ce que vous avez cherché et trouvé des sources étrangères, sachant que Nantes étant un port de commerce, peut-être qu'il y avait une vision intéressante ailleurs des armateurs ou même des Africains qui éventuellement avaient côtoyé les Nantais? Alors, sur les Africains qui ont côtoyé les Nantais, là, c'est le rapport de force qui indique qu'il n'y a pas de source. Parce qu'effectivement, les Noirs qui sont embarqués à bord des bateaux négriers, si on file toujours sur cet exemple-là, n'ont pas laissé de traces, à l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis, d'ailleurs, où la traite continuant d'une autre façon. On a quelques traces d'écriture par des esclaves. On n'a absolument pas ça à bord des bateaux négriers nantais. Oui, c'était pas trop notre approche. Non, il n'y avait pas d'approche étrangère, quoi. Ben, approche étrangère, elle est sur Nantes.
C'est comme les livres d'histoire qui disent « les Nantais », alors qu'ils n'en savent rien, ce que pensent les Nantais. Bon. En revanche, il y a une chose qu'on n'a pas écrite, parce que c'était un travail démentiel de pouvoir l'écrire. Ça aurait donné 10 lignes. Et il fallait le faire parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Je vous le donne parce que c'est lié à ce que vous avez dit. Il se trouve que je suis tombé dessus, sur plusieurs documents incontestables qui expliquent que sur certains navires négriers, les armateurs embauchaient des Noirs pour servir d'espions et dénoncer les éventuels complots des Noirs. J'ai au moins 5 cas, mais c'est 5 sur 500, ou bien non, parce que je n'ai pas fait la recherche, je suis tombé dessus en cherchant autre chose par hasard, ou c'est 5, ou c'est la moitié. Nous n'en savons rien, et vous voyez bien les enjeux lourds parfois. Manier ce type d'histoire, il faut avancer des choses dont on est, disons, aussi honnêtement et raisonnablement sûr que possible. Ensuite, une deuxième édition peut-être, mais ça implique de dépouiller l'ensemble des rôles de tous les navires négriers, c'est gigantesque. Surtout que ce n'est pas juste jeter un coup d'œil. On trouve ça au hasard, mais une ligne et demie, voilà, où on nous explique que... Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que vient de dire Alain, c'est Nantes, 450 000 esclaves transportés par le voyage triangulaire, 1500 expéditions. Donc... Ah oui, oui, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Oui. Il y en a peut-être de trop, à la limite. Vos nombreuses recherches vous ont-elles amené à une certaine forme de critique par rapport à l'histoire classique, celle qui nous a été enseignée, et est-ce que vous avez relevé notamment des contradictions assez flagrantes? Alors, qui répond? Alain? La réponse évidente est oui. J'ai cité tout à l'heure, pour faire court, puis laisser la place éventuellement à d'autres brèves questions, l'exemple de la lecture des élections municipales au XVIIIe siècle, le ciment démocratique, etc. Je vous ai expliqué ce qu'il en était. Didier a relevé tout à l'heure, c'est pas neutre quand même, que les marins avaient plus de risque de mourir que les esclaves à bord des navires négriers. Ça a des enjeux de lire ça aujourd'hui, parce que dans un cas, une marchandise précieuse, marchandise, mais pas de moi évidemment, vous voyez bien, mais marchandise précieuse, dans l'autre, prolétaire facile à remplacer. Bien sûr que ça nous fait réfléchir sur la manière d'enseigner l'histoire, la manière de l'écrire surtout, parce que enseigner, c'est aussi être tributaire de ce qui a été écrit, la responsabilité de celles et ceux qui écrivent l'histoire. Les journalistes sont très responsables de certaines choses, mais les historiens aussi, et on en est conscient. Alain, non, pardon, Didier. Un exemple extrêmement précis pour donner l'idée d'un changement de nos représentations de ce qui s'est passé à Nantes à certains moments. Je prendrai l'exemple de la Libération, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette période. La Libération à Nantes intervient, vous le savez, le 18 août ou le 19 août 44, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Et donc, le maire de Nantes, qui a été nommé par le deuxième maire de Nantes nommé par Vichy, s'appelle Henri Orion. Il va rester en place, le deuxième maire nommé un an après ce que vous savez, qui fait l'histoire de Nantes, le lieu de mémoire majeur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il reste en place jusqu'au 29 août. Et quand on lit un rapport de police, un rapport des renseignements généraux qui date de la fin août, on dit qu'on n'a pas pu faire plus vite pour le changement du maire parce qu'on avait peur du peuple. Le texte est connu, hein, le texte est accessible, il est accessible aux archives. Nous avons épuisé les questions. Moi, j'en ai peut-être juste une dernière. Enfin, je ne sais pas si chacun répond ou l'un de vous trois, mais est-ce que, donc vous avez été Nantes et la première ville à avoir son histoire populaire. Est-ce que c'est une ville qui s'y prête particulièrement et est-ce que l'histoire du peuple peut se décliner dans d'autres villes? Oui. Si oui, lesquelles? Partout.
L'histoire, c'est le fruit de questions. Si on pose les mêmes questions ailleurs, ben oui, bien sûr que ça peut se faire. La seule différence, elle est notable quand même, il faut l'avouer, c'est que la richesse de la documentation à Nantes, et notamment des archives municipales de Nantes, non, il n'y a plus d'élus actuels, il vient juste de partir dans la salle, mais je le redis quand même, je suis consterné de voir que la ville de Nantes, même si je comprends bien, je paie des impôts comme vous, a renoncé à aménager un nouveau local pour les archives. Ce sont des archives d'une richesse extraordinaire. Il n'y a que 2 ou 3 villes en France qui ont ça, hein, Lyon en particulier. Bon. Et ça, c'est vrai, dans beaucoup de villes, on aurait beaucoup moins de documentation et aussi beaucoup moins de travaux d'historiens, car on ne l'a peut-être pas dit assez, nous avons relu énormément de travaux de collègues, anciens ou actuels, mais avec dans l'œil des questions nouvelles. Oui, juste un ajout à ma réponse un peu abrupte. Il y a aussi, et c'est d'ailleurs l'objet du numéro de Place Publique qui vient de sortir sur l'histoire populaire, il y a un terreau à Nantes d'associations, de gens aux statuts différents, mais qui mènent des travaux dans ce qu'on peut appeler quand même le sillon de l'histoire populaire. Et ça crée des conditions favorables. Même si, évidemment, ce genre de travail, a priori, n'a aucune raison de ne pas pouvoir être mené à Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou à Lille. Bien, merci à toutes et à tous. Alors, Thierry vient de le dire, vous trouverez près de la table tenue par Hélène, il y a donc l'histoire populaire de Nantes, hein, d'Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaëlle Guillaume et Didier Guivarch, paru aux presses universitaires de Rennes, qui est là sur la table. Vous trouvez aussi le numéro en cours de la revue Place Publique, qui a dans le dossier, qui fait quasiment la moitié du numéro, est intitulé Pour une histoire du peuple. Alors, il y a les 2 historiens de la bande là qui sont chevilles ouvrières de ce dossier. Je vais pas faire de la vente forcée, mais c'est quand même un très bon complément au livre, parce qu'ils vous l'ont dit, le livre est vendu 15 €, mais ils ont réduit les coûts et il n'y a pas d'iconographie. Et l'iconographie de ce numéro, qui a été sélectionnée par Alain et puis avec le concours de Didier aussi, elle est dans ce numéro de la revue. Il y a une grande richesse iconographique avec des documents jamais vus ou rarement vus, tout comme je crois, le dessin qui est en couverture, qui est un dessin de Grandjouan, le cousin de l'entrepreneur dont tu as parlé tout à l'heure, hein, de Jules Grandjouan, qui est un dessin dont son arrière-petite-fille, que son arrière-petite-fille nous a autorisé à coloriser. Et pour poursuivre et achever la séquence publicitaire, il y a dans ce numéro une interview tout à fait intéressante de la spécialiste de Howard Zinn, l'historien américain dont on a parlé au tout début, qui se trouve à l'université de Nantes et qui a collaboré étroitement avec Howard Zinn, qu'il a fréquenté, qu'il a connu. Et là aussi, c'est une des découvertes de ce numéro. Elle a fait sa thèse sur Howard Zinn et la gauche américaine et le pacifisme lors de la guerre du Vietnam. Et elle a passé les 9 dernières années de Howard Zinn en sa compagnie à classer ses archives. Donc, tout ça, c'est dans le numéro. Vous pouvez acheter le livre et la revue. Prochain rendez-vous de questions publiques, c'est dans un mois pile, le 19 avril. Alors, je vais laisser Gabriel en parler, parce que c'est lui qui est spécialiste du sujet. 19 mars, pardon. Le 19 c'est lui mars, qui est spécialiste du sujet de l'écoféminisme. Franck Renaud refuse d'assumer le nom de la prochaine invitée. Donc, ce sera Peggy Sastre. Alors, Peggy Sastre, je vous invite à venir la voir, parce que c'est l'une des co-rédactrices de la fameuse tribune publiée dans Le Monde, sur la question du féminisme, la tribune signée par Catherine Deneuve, Catherine Millet. Donc Peggy Sastre est l'une des co-rédactrices de cette tribune. Voilà. Et ce sera le 19 mars au même endroit. Merci et bonne soirée.